Alors, nous allons pouvoir commencer. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Oui. C'est vrai que oui, du coup, on vous voit. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est pour changer un peu quand même. Hein. Bien. Alors, je suis ravi de vous accueillir ce soir et merci encore une fois pour beaucoup d'entre vous, comme chaque année, j'allais dire, de prendre ce moment pour cette réunion publique. Hein. Vous avez bien d'autres choses à faire certainement et de prendre de votre temps pour ce moment-là. C'est important, mais il faut le faire. Donc, un grand merci à vous. Une petite précision sur la soirée et les éléments que... Non, je vais y avoir... sur la façon dont je vais vous apporter des réponses ce soir. Vous avez dû l'entendre, nous sommes entrés en période préélectorale, puisqu'en mars prochain, il y aura les élections municipales. Et donc, dans le cadre d'une campagne, quand on est dans le temps de la campagne préélectorale, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire de bilan, hormis sur ce qui est en train de se passer là dans l'année que nous traversons. Je ne peux pas faire de projet, vous annoncer de projet sur le mandat suivant, parce que ça serait de l'ordre programmatique, et ça serait de la propagande. Donc, je ne peux pas le faire non plus. Je peux vous dire des choses que j'ai pu déjà dire lors de réunions précédentes ici, parce que là, pour le coup, je ne fais que répéter des choses dites, mais je ne peux pas annoncer de choses. Et comme j'ai quelques personnes de l'opposition qui sont dans la salle ce soir, je ne doute pas qu'ils écouteront avec une attention certaine tout ce que je vais dire. Donc, il va falloir que je sois très vigilant tout de même. Donc, voilà pour ça. Vous présentez rapidement, même si pour beaucoup d'entre vous, vous les connaissez déjà, les gens qui sont autour de moi. On va commencer par la dame qui est debout, parce que c'est celle qui va faire le plus d'efforts ce soir. Donc, Christine Garnier, mon adjointe en charge des ressources humaines, et qui va faire Madame Loyal en vous apportant le micro pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Bonsoir, messieurs, soyez les bienvenus. Bonsoir. Ensuite, Eric, à vous. Prenez le micro, parce que sinon, je pense que dans le fond, on ne vous entendra pas, même si on devine qui vous êtes. Bonsoir, mesdames. Et puis responsable de la police municipale. Bonsoir, Karine Los, directrice générale des services. Ah, votre micro. Bonsoir, Antoine Beau, directeur de cabinet. Bonsoir, Anne-Sophie Delavessière, conseillère municipale et présidente du conseil de quartier de la Sourderie. Bonsoir, Bruno Roussard, adjoint en charge du cadre de vie. Bonsoir, Anthony Trésorier, donc service technique, directeur environnement voirie. Très bien. Et il y a, normalement, il y a d'autres élus dans la salle. J'aimerais que vous leviez, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit, les élus. Voilà, donc, allez, dites rapidement qui vous êtes, qu'on sache qui vous... Finance et transition écologique. Conseil municipal délégué au commerce et général. Parfait. Nicolas Chaudot, municipal, partie de la... Pascal Carreau, logement et conseil de quartier. Parfait. Flore. Municipal, président du conseil de quartier, 50 Marie Toussaint, le conseiller municipal de la adjointe en charge des maisons de quartier et des conseils de quartier. Et Corinne Basque, présidente du conseil de quartier du Manet et déléguée à la petite enfance. Dans le fond, il y a aussi Ketchan Abbé. Et comme il aime soigner son entrée, présente-toi, Yannick, s'il te plaît. Tu es Yannick Lodor, adjoint scolaire et périscolaire. Voilà, parfait. Et puis, nous avons aussi, donc, vous avez Anne-Sophie Delavessière qui s'est présentée comme présidente du conseil de quartier de la Sourderie, mais il y a aussi les conseillers de quartier qui sont là ce soir. J'aimerais qu'ils se lèvent aussi, qu'ils se présentent.
pour que vous puissiez les identifier, parce qu'ils travaillent pour vous bénévolement sur le quartier. Isabelle Roy. On l'entend bien, Isabelle. Pas besoin de micro. Non, pas besoin. Joseph Pogman, conseiller du quartier de la Soutenue. Voilà. Oh, Et Victor Bell. très bien. Voilà. Stéphane Léon pour Parfait. Voilà. Et vous y êtes aussi, vous? Oui, ah oui. Conseillère de quartier, conseillère municipale dans la- Voilà. Très bien. Alors, maintenant que nous avons fait toutes les présentations, on va pouvoir commencer. Je vous donne quelques petites informations avant d'ordre général sur la ville. Et puis, sachez qu'on fera aussi un petit point, je sais que pour un certain nombre d'entre vous, vous l'attendez, sur la place Jacques-Cœur et ce qui est à venir sur la place Jacques-Cœur. Donc, on va vous faire un point là-dessus, évidemment, ce soir pour vous dire où nous en sommes et vous expliquer les étapes à venir sur le sujet. Alors, sur les petites informations que je vous donne comme ça, sachez que Île-de-France Mobilité a mis en place une ligne de covoiturage depuis la gare de Montigny. Hein? Regardez ça sur le site Île-de-France Mobilité. Vous avez des possibilités désormais de covoiturage qui sont organisées depuis la gare, donc ça peut être intéressant pour vous. Et sachez aussi qu'il va y avoir le lancement d'un service d'autopartage de véhicules donc sur Saint-Quentin en Yvelines, qui va être opéré par la société Communauto et qui va proposer des voitures en partage dans les 4 gares de Saint-Quentin, dont celle de Montigny. Et là-dessus, on vous donnera également des infos dans le journal. Dans les autres infos sur le quartier, nous avons les travaux en ce moment qui sont en train de se poursuivre et qui vont bientôt s'achever du parc Chetteville. Hein, il y a plusieurs personnes qui habitent à côté, vous suivez les travaux, vous nous tenez au courant, merci. Donc, les travaux devraient arriver à leur terme fin octobre. Il y a eu un petit peu de retard qui a été pris pendant l'été, donc ils vont terminer normalement fin octobre. Et les plantations, Dimitri, un petit peu plus tard, sur la période de novembre. Sur la période de novembre, les plantations. Donc, quand le parc va ouvrir, ne vous dites pas, mais ils ont fait un grand désert. C'est normal, les plantations seront, elles, posées un tout petit peu plus tard. On va vous présenter quelques images sur le parc. Je vais faire les travaux. Oui. Alors, au niveau des travaux en cours, sinon sur l'année 2025, nous avons ouvert là, tout début septembre, en même temps que le jour de la rentrée des classes, la crèche Comtesse de Ségur, qui est donc dans le quartier Saint-Quentin, sur le quartier Saint-Quentin, et qui a été rénovée thermiquement, et qui a été aussi transformée complètement à l'intérieur. Donc, elle a aujourd'hui, vous voyez, il y a désormais un jardin paysager qui a été mis en place. Avant, c'était une cour bitumée. Donc, voilà les travaux qui ont eu lieu et qui permettent d'accueillir davantage d'enfants. On était autour de 50. Corinne, c'est combien? C'est 60 au lieu de 55. Au lieu de 50, c'est ça. On accueille 10 enfants de plus donc, dans cette organisation. Là, on est au nord de la ville, sur le quartier du Pas du Lac. Nous avons une aire de jeu qui va venir. On a démoli l'ancien bâtiment qui se trouvait près de la maison de quartier. Et à la place, on a créé un parc complémentaire. Et le jeu qui est installé dans ce parc, eh bien, c'est le jeu qui a été choisi par les enfants de l'école. Ensuite, plus proche, sur Alain Colas, nous avons les travaux là, qui vont débuter du terrain de basket 3x3 couvert. Ah oui, oui, ils l'attendent. Ouais. Et puis, bien sûr, le gymnase Pierre de Coubertin, qui, lui, débute ses travaux là, très, très prochainement. Et là aussi, refonte totale, puisqu'on refait à la fois l'enveloppe extérieure du bâtiment pour l'aspect thermique, et on vise une diminution des coûts très importante, hein, puisque je le rappelle, c'est un des 3 plus gros consommateurs dans les bâtiments de la ville, le gymnase Pierre de Coubertin, donc c'est très important de pouvoir faire des travaux dessus. Et en même temps, on refait toutes les salles intérieures et on refait aussi les espaces devant le gymnase. Et puis voilà, Chetteville. Donc là, vous avez le plan initial, vous avez la photo de l'état initial. Là, vous avez le dessin de ce qui a été imaginé par le cabinet qui a travaillé sur le sujet. La commande qui avait été faite auprès du cabinet, je le rappelle, je l'ai déjà dit ici en réunion, mais je le rappelle, c'était d'avoir un bout de campagne en ville, parce qu'on a déjà plusieurs parcs
vraiment aménagés en parc de jeux ou des choses comme ça. Et donc là, on voulait plutôt quelque chose d'assez naturel. Donc, c'est ce qui a été travaillé. Vous avez là des ambiances qui vous sont données. Il y a tout de même une aire de jeu et les voisins m'ont dit c'est assez impressionnant ces jeux qui ont été installés, qui sont très beaux, avec ce moulin et différentes structures en bois, ce toboggan. Donc, vous voyez un petit peu. Alors, on vous montre ça parce qu'encore une fois, j'insiste, comme toutes les plantations n'ont pas été faites, vous pourriez avoir l'impression qu'on a fait un désert. Mais voilà un petit peu ce qui va être réalisé dans le parc Chelleville. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez levé la main, madame. Alors, à vous de prendre la parole. On va vous donner le micro pour qu'on vous entende. D'accord? C'est madame Garnier qui vous l'apporte. Relevez la main, madame, qu'on vous voit. Alors, petit détail sur le parc, question technique. Sur les images, on a l'impression que les tabliers des toboggans sont métalliques. Il y en a un, c'est un tube, donc ça craint rien du tout. Et sur les tabliers, savoir si avec le soleil, ils vont être praticables. À la question de quand ça chauffe. Ah, on va montrer là-dessus. Il est bien au soleil. Alors, c'est vrai que sur les structures ludiques, c'est un peu le cas sur l'ensemble des structures ludiques qu'on peut avoir sur la ville. On a pas mal de toboggans, très peu de toboggans en plastique parce que malheureusement, avec le temps, ça devient cassant. On a déjà eu certains soucis, je pense notamment au quartier des Prés. Donc c'est vrai que généralement, on opte pour des toboggans métalliques. C'est le cas aussi pour la communauté d'agglo, parce que ce projet-là, voilà, il est piloté par la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines. Et donc en effet, métallique. Alors sur les périodes estivales, en effet, comme sur les périodes caniculaires, ça peut être problématique. Généralement, ils essayent d'installer les toboggans, ou on essaye d'installer les toboggans pas plein sud. Mais malheureusement, c'est du métal, avec la chaleur, ça chauffe. Donc en effet, ce qu'on préconise, et d'ailleurs vous avez souvent des petits logos qui sont posés sur le toboggan, qui indiquent en effet, faites attention, par forte chaleur, de ne pas utiliser le toboggan. Alors, j'ai pas de filet, on parle de filet. Je voulais savoir pourquoi on ne trouve pas une seule balançoire à Montigny. Au square de la culotte. oui, au square de la culotte. Oui. Merci de l'invitation. Voilà. Moi, je tourne avec mes enfants, je n'ai encore jamais rien trouvé. Eh bien, vous saurez qu'au square de la culotte, et c'était une demande du conseil de quartier, je crois. Oui. Oui. Ah, attendez. Ouais. Bonsoir, on est à propos du moulin qui est installé au jardin de chez lui. Actuellement, il est rouge. Est-ce que c'est définitif de rester le moulin rouge? Ça vous plaît pas en rouge? Non? Allez, goût les couleurs. Moi, j'ai compris qu'il était ton bois. Alors, il est rouge, mais en fait, il est rouge vif pour l'instant. Enfin, rouge vif, non. Il a une couleur rouge, mais... Ah, excusez-moi. Et ce que je disais actuellement, comme la peinture est neuve, en effet, ça lui donne une teinte un petit peu soutenue. Mais avec le temps, avec les UV, ce rouge va se patiner un petit peu. Dans 10 ans, vous l'aurez passé. Donc, il va se patiner et en effet, vous allez plutôt avoir une teinte un peu brun foncé. Voilà. Mais c'est un choix qui est assumé par le concepteur. Et en effet, vous retrouvez aussi sur le parc pas mal de thématiques en rouge. Notamment la fameuse passerelle qui a été conservée. Elle est en rouge actuellement avec la même teinte. Il y avait une dame là. Oui. Il a bien été respecté, des fois des essences endémiques. Je parle encore de ginkgo comme on en a. Alors, je sais que le concepteur, quand on l'avait reçu à l'hôtel de ville, en effet, il avait mis l'accent sur la notion. Alors, l'agglomération est très sensible à toutes ces thématiques un petit peu environnementales et tout ce qui est en lien avec les essences endémiques. Donc, il y a vraiment eu un soin qui a été apporté de ce côté-là. Et je vous rassure, en effet, il n'y a pas de ginkgo qui a été choisi pour être implanté là-bas. Mais oui, il y a la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, comme nous-mêmes aussi, on essaye de tendre vers des espèces endémiques. Et on essaye aussi, si possible, de quand même conserver quelques essences un petit peu ornementales, parce que voilà, les espaces verts, c'est aussi une petite notion botanique. On ne peut pas se priver aussi dans le paysage de toute cette palette végétale qui est à notre disposition. Mais c'est vrai que
avec le recul et l'expérience, on évite toutes ces essences qui sont un peu problématiques, qui produisent des fruits, surtout au niveau des arbres d'aliments. Et croyez-moi, le ginkgo a beau être un arbre absolument splendide, on ne replantera plus de ginkgo sur Montigny bretonneux, ça vous pouvez être sûr. Ça vous pouvez être sûr. Une autre question? Pas de question? Si, monsieur. Moi, j'ai une question. Ce parc, il est très beau. Je suis des travaux, ça fait 1 an et demi que j'habite à Varnou. Comment vous allez gérer les allées le soir dans ce parc? En termes de, il y a la police municipale qui est là, c'est bien, c'est très joli. Comment vous allez gérer les allées dans ce parc la nuit, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? En termes de sécurité, tout simplement. Et ce qui va être fermé, la question c'est est-ce que vous allez le fermer le soir? Alors, vous avez de toute façon le tunnel qui va de l'autre côté qui fait qu'on ne peut pas fermer. Par contre, il va y avoir une caméra de vidéoprotection sur le parc, ce qui va nous permettre de vérifier que l'usage est conforme à la destination du lieu et qu'aux heures où l'arrêté qui est indiqué, qui dit qu'on n'a plus le droit d'y être, est présent, et bien qu'on n'y ait plus du monde qui traîne. Donc, on a l'habitude sur nos parcs, et la police essaye de le faire avec discernement entre quelques jeunes qui trouvent un espace pour discuter tranquillement et puis d'autres qui s'adonnent à des pratiques qu'on n'a pas envie de voir. Donc on essaye de jongler comme ça. En général, ça se passe plutôt bien. En général, voilà. Mais on aura une caméra sur le site. Madame. Attendez, on va vous donner le micro, comme ça tout le monde vous entendra. Bonjour. En parlant de parc, le parc de l'avenue Joseph Cotel, je crois que ça s'appelle le parc Belfort. Oui. Alors en fait, depuis quelque temps, il y a des jeunes qui vont là-bas, qui fument. Et quand on les regarde, enfin, ils nous chient dessus, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, on a un... Attendez, mais monsieur, ne criez pas, vous. Ça ne sert à rien. C'est pour me faire entendre. Mais en disant juste à la dame, vous pouvez parler plus fort. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de technique. On n'entend pas les questions qui sont posées. Écoutez, alors pardon, mais jusqu'à présent, j'ai entendu toutes les questions, monsieur. Je ne sais pas comment vous faites. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord. Désolé, monsieur. Mais on fera attention de parler plus fort. Merci. Pour vous. Madame. Je me demande en termes le soir, je n'ai pas vérifié, mais je sais que depuis quelque temps, en fait, ça s'est dégradé. Avant, il n'y avait personne. On entend des cris aussi la nuit. Oui. Voilà, et je me demande s'il fume seulement de la cigarette ou autre chose, parce qu'il n'a pas l'air net sur la tête. D'accord, d'accord. Bah déjà, on va faire des rondes pour voir un peu ce qui se passe. Sachez que même quand un portail est fermé, ça gêne rarement les jeunes pour passer, pour aller dans le parc. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on essaye de faire avec discernement. Alors évidemment, quand c'est fermé, on demande aux jeunes de sortir, mais on essaye aussi de faire avec discernement quand on a affaire à des jeunes qui sont simplement assis sur un banc en train de discuter, ou quand il y a des phénomènes de nuisance comme ce que vous évoquez là. Quand il y a des phénomènes de nuisance, on intervient évidemment, et là on va regarder le sujet que vous évoquez là, qui moi pour l'instant ne m'était pas remonté sur Paul Fort, mais puisque vous le dites, on va regarder. Mais c'est vrai que cet été, on n'a pas eu trop de nuisances sur les parcs de la ville, ça a été plutôt calme. Donc là, il y a sans doute un petit groupe qui a trouvé que l'endroit était bien agréable et qui a pris l'habitude de s'y installer. Donc on va faire le travail qu'il faut pour essayer de leur faire comprendre qu'il ne faut pas rester là le soir. Voilà. C'est vers quelle heure, madame, le soir? Alors moi, je fais du sport, donc ça m'est arrivé de rentrer tard vers 22h30, 23h. Et après, même durant la nuit, ça m'est arrivé aussi d'entendre des cris, etc. D'accord. Il y a même mes voisins qui m'en parlent aussi. Ok, très bien, très bien. On va regarder ça. J'en profite pour vous donner quelques petites informations justement sur la sécurité, puisqu'aujourd'hui, c'était... tous les mois, en fait, je reçois le commissaire divisionnaire pour faire un point sur la situation sur la ville.
Et aujourd'hui, dans les éléments qu'ils nous ont donnés, il a comparé deux périodes. Il a comparé la période estivale en partant du 1er juillet jusqu'au 14 septembre. On est sur une diminution de 36% de la délinquance générale par rapport à la même période l'année dernière. La même période l'année dernière étant la période des JO où il y avait un policier au mètre carré sur le territoire. Donc il y avait très peu de délinquance l'année dernière. Le commissaire pensait que la délinquance mécaniquement remonterait un peu cette année et nous sommes tous agréablement surpris, mais c'est le contraire, elle a encore diminué de façon très très forte. Je vous disais ce taux-là. On est sur un taux d'élucidation aussi des affaires qui est de 46% quand la moyenne haute en France à ce jour est entre 25 et 30%. Donc très bon résultat pour les affaires qui sont traitées sur les commissariats de Saint-Quentin en Yvelines. On a une diminution des violences également qui sont faites. Les seuls sujets sur lesquels on a moins 30% sur les cambriolages sur l'année et sur les stupes, sur toutes les affaires de constatation de consommation, on a une diminution de 50% de personnes appréhendées en train de consommer des stupéfiants. Donc on est vraiment là sur une période actuellement extrêmement calme en matière de résultats de sécurité. Donc voilà une information que je peux partager avec vous puisqu'on parle un peu de sécurité là. Une autre question, ou sinon j'attaque sur la place Jacques-Cœur. Monsieur, on va vous donner un micro, parce que sinon monsieur ne vous entendra pas. Juste une petite remarque, je vais parler de portail vert. J'entends. Ah. Je vais parler un petit peu plus fort. Je suis passé par l'école de Verlaine. Merci. Les portails sont grands ouverts à ce moment-là. Les portails de Verlaine? Voilà. Donc, je ne sais pas si les portes à l'intérieur sont aussi ouvertes, mais comme non. On va vérifier, mais normalement non. Voilà. En tout cas, les portails sont grands ouverts. D'accord, d'accord. Oui, oui, absolument. Vous avez raison. Alors, il y a souvent de la lumière à Verlaine. Sachez qu'on a autorisé aux enseignants jusqu'à 7 semaines de pouvoir, qui travaillaient avant dans l'école Verlaine, de pouvoir revenir pour prendre des choses et pour les apporter dans leur nouvelle école où ils sont ailleurs sur la ville. Et donc, c'est pour ça, sans doute, que vous voyez des lumières allumées à certains moments, c'est parce que les enseignants sont sur place en train de prendre des choses. Voilà. Mais on a bouclé cette semaine, donc à partir de la semaine prochaine, normalement, ça ne devrait plus être le cas. Madame. On va continuer sur Verlaine. Est-ce que par hasard, on a un calendrier prévisionnel du projet sur l'emprise Verlaine? Alors, comme je disais tout au début, il faut que je sois très prudent dans ce que je vous dis là-dessus. Je ne peux vous dire que ce que j'ai déjà dit l'année dernière. On travaille actuellement donc, sur l'élaboration d'un pôle senior sur Verlaine. On a déjà rencontré un certain nombre de partenaires ces derniers mois sur le sujet. Donc, une fois qu'on aura bouclé ce tour et qu'on saura avec quel partenaire on peut partir, on vous annoncera, on vous donnera le calendrier. Comme j'avais pu dire l'année dernière, l'objectif est d'aller vite. C'est plus tellement une consultation des habitants du quartier sur ce qui va se faire, ce sera une présentation de ce qui va se faire. Non, je n'ai pas dit ça. Là, je vous parle, je vous parle là du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Donc, et ça, là-dessus, je vous avais expliqué qu'on voulait mettre un pôle senior. Ah si. Je fais partie de la si. Je vous confirme que reprenez. Beaucoup de fois la question, beaucoup de fois. La dernière réunion, ce n'était pas encore certain. Il y avait le sujet évoqué de l'intergénérationnel, ça c'est vrai. Oui. Après, on a reposé plein de fois la question lors du conseil de l'école, justement, pour savoir ce qu'il y aurait. On nous a lancé on va lancer des études, etc. Et promis, on vous dira et on vous consultera. Alors. Maintenant, on prend acte que c'est. Non, mais je reprends moi ce que j'ai dit l'année dernière, parce qu'on a pu vous dire des choses en conseil d'école, mais là, il y a des gens qui. Très bien, mais il y a des gens qui confirment ce que j'ai dit. Voilà. Mais de toute façon, la réunion de l'année dernière est enregistrée. Donc, vous la prenez, vous allez voir. Et vous n'hésitez pas à me dire, monsieur le maire, vous m'avez raconté des histoires. Si c'est le cas. Mais j'insiste, donc non, projet senior, ça c'est vraiment un objectif qu'on s'était donné de très important, puisque comme j'avais pu vous l'expliquer, on a un vieillissement de la population sur la commune. On sait que d'ici 10 ans, nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont commencer à être un peu en perte d'autonomie, qu'il faut accompagner. Donc, il y a nécessité de créer quelque chose, et il nous avait semblé, c'est ce que j'avais dit l'an dernier,
que ce site pouvait se prêter, finalement, une école qui fermait parce qu'il y avait moins d'enfants, et bien transformer en quelque chose qui permet de répondre à nous, moins d'organismes, ça s'engage, c'est légitime. Par contre, je n'ai pas seulement de calendrier de données parce que nous sommes en train de boucler le tour de tous les partenaires avec qui nous avons travaillé. Et une fois que nous avons ces éléments-là, nous pourrons vous donner l'information. En revanche, là où je vais évoquer une consultation des cas du quartier, des habitants, c'était sur la forme urbaine. On prendra ce projet. C'était sur la forme urbaine. Ça, dans le... Madame. À côté de Verlaine, on a un passage piéton rue du Puy-Morins. En fait, il a été effacé par les travaux de Boutoir. Enfin, je ne sais pas. Il n'a pas été remis le marquage de sol. Est-ce que vous savez quand il sera remis? C'est une bonne question, ça. Merci de nous le dire. La cendre de Puy-Morins, qui longe Puy-Morins? La cendre qui longe Puy-Morins? D'accord, très bien. Bah, c'est noté. Ok, c'est noté, merci. Pour revenir sur le projet qui va remplacer l'école Verlaine, donc là, on est sur un projet senior. La dernière fois qu'on avait discuté, il y avait une question de projet d'habitation, de maison avec du bâtimentaire qui ne devait pas dépasser le bâtimentaire autour de chez nous, c'est-à-dire de 2 étages maximum. Et il y avait la possibilité d'intégrer un lieu intergénérationnel. Donc là, ce que je comprends, c'est que le projet qui est actuellement en étude, on est sur la base d'un projet pour des seniors et ensuite, on s'interroge si on met du logement ou il y a encore un mix. Pour l'instant, on est en train de voir ce que je vous avais dit l'année dernière reste d'actualité, c'est-à-dire on voudrait viser à de l'intergénérationnel. Donc ça veut dire du logement, probablement en partie collectif, bas mais collectif, qui permettent d'accueillir et des seniors qui ont besoin d'être dans des logements comme ça, et des personnes qui, des jeunes ménages, des étudiants, enfin d'autres publics, quoi. Donc ça reste, c'est le projet. Ça ne change pas. En fait, par rapport à ce que je vous ai dit l'année dernière, rien ne change. On est toujours sur les mêmes idées, la même volonté. La seule chose, c'est que quand vous regardez avec ces différents partenaires qui existent sur ce type de logement, on voit beaucoup de choses très très belles, des belles initiatives, mais quand vous arrivez à la fin au coût pour la personne, c'est souvent inaccessible. Et donc, on a déchanté de nombreuses fois parce qu'on a trouvé des opérateurs qui proposaient de très belles prestations, mais qui n'étaient réservées qu'aux personnes qui avaient des moyens suffisants. Or, il faut qu'on puisse accueillir tout le monde. Donc, dans la résidence intergénérationnelle, on est dans cette recherche-là. On a, a priori, trouvé des partenaires qu'on va rencontrer prochainement pour voir avec eux ce qu'ils proposent. Mais les premiers éléments qu'on a pu avoir nous rassurent. Donc, c'est pour ça qu'on met un petit peu de temps à trouver, parce qu'on ne veut pas mettre une résidence qui soit une résidence où vous payez cher, parce que ça, c'est assez facile, mais trouver plutôt une résidence qui permette d'accueillir toutes les bourses. Voilà, qui répondent à toutes les bourses, je veux dire. Et donc, ça veut dire que les habitants du quartier, vous allez nous présenter le projet. Oui. Est-ce qu'il y aura une consultation? Oui, j'ai dit sur la forme urbaine. Donc, sur le nombre d'étages? Oui, sur l'installation des bâtiments, sur l'emprise, comment on va les mettre, comment on va les disposer. Okay. L'emprise est assez grande, donc il faut regarder comment on positionne les choses. Voilà. Okay. Merci. Je vous en prie. Ensuite. Oui. Est-ce qu'il serait possible, on en avait parlé au conseil de quartier, bon, j'ai pas besoin de micro, je pense que répondre. On en avait déjà parlé avec le conseil de quartier de la Sourderie, la problématique des poubelles autour du lac Le Bruxelles. Oui. Cet été, qu'il a fait très beau, les poubelles étaient blindées dès le vendredi soir. Le samedi, no comment, le dimanche, un coup de vent, tout partait dans le lac. Avec 2 nids, tisons et tout au bout, on avait évoqué cette problématique. Et le problème, il n'est toujours pas résolu. Alors là, oui, effectivement, on va rentrer en période d'automne, il y aura moins de pique-nique après. Mais je pense quand même que pour l'année prochaine, pour protéger tout le monde, et notamment le lac, hein, parce que quand on voit les bidons de ce qui peut traîner, ce serait bien de voir pour l'année prochaine comment on résout ce problème. Alors, on a déjà alerté, suite à la réunion publique, Saint-Quentin en Yvelines sur le sujet, puisque c'est Saint-Quentin qui gère le tour du bassin. Donc, ils sont sensibilisés sur le sujet. Après,
c'est toujours pareil. Il y a une certaine réticence à rajouter encore et encore des poubelles parce que ça génère des coûts supplémentaires de gestion. Et aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez entendu plusieurs fois, toutes les collectivités sont plutôt en train d'essayer de regarder comment diminuer les coûts que de les augmenter. Donc, je ne sais pas je ne peux pas vous dire que l'été prochain, on aura des poubelles supplémentaires sur l'espace, mais en tout cas, on en a formulé la demande, et après, il y aura des arbitrages par rapport aux moyens dont on dispose. Un gros container, par exemple, à droite pour que les gens puissent les verser dans les poubelles, pas dans les petites poubelles rondes, qui sont beaucoup trop petites. Oui, je n'ai pas de réponse là-dessus parce que je ne sais pas si... Parfois, il y a des choses qui semblent être une bonne réponse et puis quand on les met, on s'aperçoit que ça apporte d'autres désagréments. Donc, prudence là-dessus. Mais en tout cas, bon, ça a été entendu, ça a été transmis. On verra ce qu'on peut faire, mais encore une fois, là, on est sur des questions d'arbitrage budgétaire. Voilà. Une autre question. Madame et après Madame. Je vais tenter de l'aborder maintenant. Alors, suite au changement de carte scolaire, donc on est situé aux alentours de l'école du Mât. Fréquentation oblige, on a quelques soucis de stationnement le matin, qui je peux tout à fait comprendre. On a vu que la police municipale est intervenue sur plusieurs matinées, ça a certainement plus difficile. Mais techniquement, on voulait savoir, peut-être discuter un peu plus tard dans un autre cadre, parce que ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, quels aménagements pourraient être faits, et notamment pour éviter le stationnement à des zones stratégiques qui sont quand même très gênantes pour le cheminement piétonnier des enfants. Donc voilà, et c'est aussi lié aux travaux d'Alain Cheville, parce que les trajets pour l'instant qui sont aussi un peu compliqués pour les parents le matin et le soir. Absolument, vous avez raison. Il y a deux phénomènes. D'abord, on a toujours une présence de véhicules plus importante à la rentrée que le reste de l'année. Et ensuite, on n'est encore pas très loin de la rentrée. Attendons de voir un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Mais d'habitude, on constate plutôt ça. C'est la première chose. La deuxième, comme vous venez de le dire, avec les travaux de Chedeville, ça complique un petit peu les choses. Donc, on va juste se donner un tout petit peu de temps pour voir ce qu'il en est une fois que les travaux de Chedeville et que l'année sera bien entamée, si on constate encore beaucoup de problèmes ou pas. C'est vrai, la police municipale est intervenue pour réguler les choses parce que vous avez raison, c'était un peu le bazar. J'ai même une maman qui m'a écrit indignée parce qu'il n'y avait pas une place pour elle, pas du MA mais une autre école, il n'y avait pas une place pour elle pour pouvoir garer sa voiture pour déposer son enfant le matin. Donc je lui ai répondu, je lui ai demandé, pouvez-vous me donner la taille de votre voiture pour qu'on fasse une place adaptée à votre... voilà. Mais passer la plaisanterie, vous l'avez entendu dans le cadre des assises de l'éducation, il y avait un groupe de travail qui avait travaillé justement sur l'accès à l'école, l'accès sécurisé à l'école. Et donc effectivement, ça fait partie des points qui ont été étudiés et qui sont maintenant dans les mains des services techniques et qui seront encore travaillés avec les écoles, de regarder quel aménagement on doit faire conformément à ce qu'on a dit pour que le cheminement jusqu'à l'école soit le plus sûr possible. C'est bien aussi, alors, c'est une suggestion. On est dans la rue de la Bourboule, donc on est particulièrement concerné. Il y avait pas mal de stationnements devant chez nous. Et c'est vrai qu'on va être aussi impacté. Donc, si on pouvait aussi, à travers madame, excusez-moi. Anne-Sophie de la Bessière. On va remonter peut-être des échanges pour être sûr que ça convienne aussi aux personnes directement impactées. Attendez, je passe le micro à la directrice générale des services. On a laissé passer les 15 premiers jours de rentrée. On s'est réunis avec plusieurs collègues lundi sur ce sujet. Et peut-être qu'il y aura la question sur Marie-Noël aussi, qui est malgré tout dans le quartier de la Sourderie, et qui accueille aussi des enfants, notamment des arcades. On a regardé les aspects de voirie et la rue de la Bourboule en est un. Et bien sûr, s'il y a des questions qui se posent sur des impacts de stationnement, des sens de circulation, du marquage au sol ou d'autres sujets, c'est forcément des sujets qui seront traités avec le conseil de quartier et avec les habitants de la rue. Et on a le service éducation a pris contact avec les fédérations de parents des deux écoles, donc et du MA et de Marie-Noël, pour qu'ils fassent aussi des constats, pour que voir aussi les façons dont ça peut se dérouler avec eux, s'ils veulent faire des sondages auprès des familles, entre ce qui avait été dit l'année dernière et ce qui est dit maintenant auprès des nouvelles familles. Donc, il y a eu des contacts de prix, même s'il y a des élections de parents d'élèves qui arrivent là d'ici 2-3 semaines, avec les têtes de liste de l'année dernière. Alors, je suis au conseil d'école, enfin représentante des parents d'élèves sur Dumas, et il me semble
La tête des listes n'est pas. Il y a eu un contact de prix, j'avoue ne pas avoir le nom. On va voir avec elle. Voilà, avec un monsieur, je me rappelle en tout cas que c'était un monsieur à Marie-Noël et une dame à Dumas. Il y a eu un échange lundi sur des constats qui ont pu être faits aussi par les parents d'élèves sur les 15 premiers jours. On a aussi demandé à Dumas que le personnel éducatif, enseignant, utilise bien le parking réservé parce qu'il y en a un. Toutes les écoles n'ont pas de parking, donc ça ferait déjà un peu de places disponibles sur la voirie qui seront sûrement prises quand même par d'autres usages. Mais voilà, on s'est réunis lundi et on continue à être en observation des pistes techniques et humaines dans ce type d'organisation. Très bien, merci. Il y avait la dame là-bas. Moi, j'aurais juste parlé de la résidence des Verts Marronniers, qui est la résidence qui permet de relier Joseph Kistel à. On a de la chance, nous, d'avoir des espaces verts dans cette résidence, qui malheureusement, actuellement, avec des incivilités de propriétaires de chiens, ressemble plus à Croqueland qu'à des pelouses. Je suis désolée de vous dire, je suis propriétaire de chiens. La mairie a eu la gentillesse à l'entrée et à la sortie de la centre de mettre des sacs, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, de rappeler aux gens, de mettre un panneau, et en plus les gens laissent leurs chiens en liberté, ce qui est formellement interdit par la loi. Mon chien a été encore agressé ce matin, on a tous des enfants et des petits-enfants qui jouent dans cette résidence. Ça devient vraiment très très problématique. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez trouver comme solution, mais ça fait plus de 20 ans que je suis là, et là c'est vraiment de pire en pire. La rue, c'est. C'est sur quelle rue? C'est allée Clément Marot. Ah, Clément Marot, d'accord. Ok. Ouais. Toute la résidence, enfin, tous les immeubles qui sont devant la résidence viennent chez nous. Alors qu'ils ont un parc et ils n'utilisent pas le parc qui sert bien avec un portail. Ils sont obligés de venir chez nous. D'accord, d'accord. Il faut voir le problème parce que ça devient vraiment important. Alors, sur la sensibilisation qu'on peut faire sur le sujet, vous l'avez déjà sans doute vu sur les panneaux de la ville, on a de temps en temps des campagnes d'affichage avec le chien, la crotte, etc. pour dire qu'il ne faut pas évidemment faire ça. On met des sacs à disposition un peu partout sur le territoire. Donc, normalement, il y a ce qu'il faut pour ceux qui ont besoin. Et ensuite, c'est bon. Ensuite, on peut aussi faire de la sensibilisation dans le journal, bien sûr, et après, peut-être voir, on pourra demander à une patrouille de passer de temps en temps et peut-être d'alerter les gens là-dessus. Ça me fait penser au problème des chiens en liberté. J'ai de plus en plus souvent des courriers, par exemple autour du bassin de la Sourderie, de gens qui ont peur parce qu'un chien s'en laisse et qui peut avoir un comportement un peu agressif. Donc, c'est vrai que nous, là-dessus, avec Éric Piot de la police municipale, systématiquement, quand on constate des problèmes avec ça, on convoque le maître. Et si le chien a eu un comportement agressif, violent ou des choses comme ça, on oblige le maître à un certain nombre de contrôles avec vétérinaires, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on en voit un peu plus qu'avant. Vous avez raison. C'est un phénomène qu'on voyait un petit peu moins. On sait aussi qu'il y a des modes dans les chiens. Et en ce moment, on voit beaucoup des staffs, vous savez, c'est ces chiens très, très, très molossoïdes, là. Le chien en soi n'y est pour rien. J'ai souvent, un chien, c'est un chien, quelle que soit la race. Mais quand on ne sait pas maîtriser ce genre de chien qui a de la puissance, ça peut être dangereux. Et il n'y a pas la muselière. Alors, en plus, vous avez des races qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais il y en a une qui est autorisée et l'autre qui ne l'est pas. Donc, c'est assez problématique. Et si vous regardez la SPA, ils en ont... parce que les gens prennent des chiens comme ça, ne savent pas les maîtriser et finalement les abandonnent. Donc, c'est assez triste ce qui se passe autour de ça en ce moment, c'est vrai. Mais oui, on a noté, on regardera ça. D'accord? Bonsoir. Je voulais changer de sujet, je voulais parler des haies débordantes dans les espaces publics. Moi, j'habite à Petite-Allée, Pierre-Bay, il fait aussi numéro, bien sûr, mais on a des haies certaines haies des immeubles du boulevard des Cartes qui débordent énormément jusqu'à complètement engluer l'éclairage public.
Et là, l'hiver va approcher, et puis les gens qui passent dans l'allée, ils vont se retrouver dans un espace qui est tout noir. Et il y a beaucoup de gens qui passent par là parce que ça leur permet de gagner l'arrêt de bus, la remise, ou des étudiants qui vont vers le lycée des Cartes. Donc, je sais que du courrier ont été envoyés, visiblement ça ne donne rien, je pense qu'il faudrait peut-être passer à une étape un peu plus ferme. Je ne sais pas si les mairies peuvent mettre en demeure les quelques résidents de récalcitrants cette année. Là, j'ai des photos, là, il y a des endroits où on ne peut à peine passer. Alors, oui, madame, c'est sur le même sujet, visiblement. Allez-y. C'est pour intervenir sur la circulation sur les pistes cyclables ou sur les trottoirs. On a même idée. Il y a énormément de résidences pour lesquelles une haie sur deux n'est pas taillée, ce qui fait que ça empiète considérablement. Alors, selon le type de trottoir de la ville, c'est soit sur les vélos, soit sur les piétons. Et enfin, de toute façon, à cause de ça, on ne peut plus être, alors que sur certains trottoirs, c'est vraiment fait pour, et là-dessus, je dois féliciter la politique de la ville, merci un petit peu les Jeux Olympiques aussi peut-être, mais enfin bon, il y a plein de choses qui ont été faites, mais on n'a plus la possibilité d'avoir les trois de front, deux vélos qui se croisent, un piéton qui marche tranquillement, parce que l'une des voies de circulation est complètement mangée par les haies. Alors, si j'avais une suggestion, à moins de mettre en demeure les personnes nominativement sur une petite allée, c'est possible, sur l'ensemble de la ville, peut-être est-il possible de répertorier toutes les copropriétés qui ont des haies et de demander au conseil syndical, on renouvelle à nouveau en précisant bien que s'il faut, il faudra passer à la verbalisation parce que voilà. Et alors justement, pour revenir un petit peu sur un autre sujet aussi, c'est que la politique de la ville sur les mobilités, donc courage à faire de voies qui sont facilement utilisables par les personnes à mobilité réduite. Alors on est bien d'accord que en premier lieu, il y a les personnes en fauteuil. Mais la notion a été complètement élargie aux poussettes. Moi, je pense par exemple aux assistantes maternelles qui promènent un enfant en poussette et qui demandent à des plus grands, en poussette ou en landau, et qui demandent à des plus grands de s'accrocher à la poussette ou au landau. On arrive là sur un piéton classique qui n'a pas de gros problèmes de mobilité, à une largeur qui est identique à celle d'un fauteuil roulant. Et donc, voilà. Peut-être aussi faire une politique plus axée sur le marquage et puis des panneaux municipaux pour sensibiliser à ce genre. C'est vrai que là aussi, la ville avait été conçue à une époque où c'est quand même priorité, voiture, etc. Et que maintenant, on tend de plus en plus vers les mobilités douces. Et donc, favoriser le vélo pour tout le monde. Et je reviens un petit peu sur l'abord des écoles et tout. Quand on n'est pas si loin de ça de l'école, ne serait-il pas mieux d'emmener les enfants en vélo et d'avoir dans l'école ou aux abords de l'école des abris à vélo qui seraient protégés de la pluie et qui seraient surveillés par une vidéosurveillance. On parle beaucoup de vidéosurveillance pour les braquages, pour les vols, mais pourquoi pas aussi pour inciter les enfants de CM1, CM2, déjà pour l'école primaire, et après beaucoup pour les collèges, à utiliser le vélo plutôt que la voiture. Merci, madame.
Alors, je reviens sur le sujet des haies, tout d'abord. Pour rappeler la réglementation, puisque vous posiez la question, mais qu'est-ce que la ville a le droit de faire au fond dans ce genre de cas? Et la ville est assez limitée, en fait, au niveau réglementaire sur ces sujets-là. Et la seule chose qu'elle puisse faire, si jamais la personne ne taille pas sa haie, c'est d'intervenir en lieu et place de la personne, d'envoyer une équipe tailler la haie et d'envoyer la facture auprès de la personne. Sauf que la personne fait ce qu'elle veut de la facture. Donc, nous, on ne veut pas rentrer là-dedans parce que si on se met à faire à la place des gens, j'en connais quelques-uns qui vont se dire « formidable, génial, tous les ans, la mairie intervient ». Et donc, on va se retrouver comme ça. Vous aviez déjà, le problème avait déjà été évoqué effectivement l'année dernière sur l'allée Pierre-Belle, et donc on avait effectivement adressé des courriers aux personnes concernées. Comme vous me dites que ça n'a pas produit d'effet, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rencontrer ces personnes pour leur expliquer qu'il faut qu'elles taillent leur haie, c'est absolument indispensable. Et après, je retiens la suggestion de madame de travailler avec les conseils syndicaux, enfin tout ce qui peut exister au sein d'une résidence pour essayer de faire en sorte que ça s'organise, parce que c'est un vrai sujet. À l'inverse, on a un autre phénomène aujourd'hui qui est en train de se faire et qui est regrettable lui aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui suppriment leur haie pour la remplacer par une palissade. Vous gagnez de l'espace, il n'y a plus à s'embêter à tailler la haie, c'est formidable. Mais quelle tristesse sur la ville que de voir tout à coup des palissades fermées plutôt que des plantations. Donc on est en train de regarder au niveau du PLU, justement, ce qui peut être fait pour empêcher ça, parce que ce serait quand même malheureux que sur Montigny, on ne puisse plus avoir de haies et qu'on ait partout des palissades, ça serait affreux. Alors les haies, effectivement, ça a des contraintes. Si les gens ne les entretiennent pas, ça peut être gênant. Mais enfin, il vaut mieux une haie un peu large qu'une palissade, je crois. Et après, sur les vélos, je l'évoquais avec d'autres dames tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le plan mobilité pour les écoles, il a été justement remonté par le groupe de travail l'accès à vélo pour les enfants qui se rendent donc dans leur école. Donc ça, c'est vu. Après, sur ce que vous évoquez, de mettre des choses à l'abri et avec des caméras, moi, je veux bien, mais financièrement, c'est pas rien ce que vous dites là, et à faire dans les différentes écoles, ça va faire des budgets colossaux. Donc, moi, je suis plutôt adepte en général des choses simples. Hein, l'arceau, des choses qui se mettent facilement, qui ne coûtent pas cher, et puis quand on arrive, on passe un coup sur sa selle, et puis on y va, plutôt que de mettre des choses très élaborées, qui effectivement apportent un vrai plus, hein, c'est vrai, mais quand on voit le prix que ça coûte pour installer des choses comme ça, vous l'avez certainement fait, moi je l'ai fait aussi quand j'étais gamin, le vélo avait pris la pluie, on arrivait, on mettait un coup de manche dessus et puis on y allait, hein, c'est pas la mer à boire non plus. Oui, non, mais tendre vers le mieux, c'est toujours bien, mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Je vous le dis depuis plusieurs années, on voit je rappelle, hein, le moins 11 millions ces dernières années par l'État dans le budget de la ville, moins 11 millions. Donc, à chaque fois, il faut faut faire attention à tout. Faire attention à tout. Être économe. Je pense que pour les écoles qui sont tellement nombreuses, et puis, comme je le disais, on ne peut espérer un enfant qui est tout seul à l'école, peut-être à partir du CM1, CM2. Par contre, donc là, on peut se contenter d'ajouter quelques petits arceaux. Par contre, peut-être on pourrait viser les collèges. Ah, mais il y en a, hein. Il y en a. Dans les collèges, vous avez souvent des choses abritées dans les collèges. Hein. Mais avec quelque chose qui n'est pas abrité et qui n'est pas non plus vidéosurveillé, c'est les arceaux de la médiathèque. Oui. Ça, c'est prévu que ce soit vidéosurveillé. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Voilà. Non, pas de protection dessus, mais par contre, c'est surveillé. Ouais. Puis, attendez, madame, si vous voulez bien, on va passer la parole à d'autres personnes, et puis si vous voulez, on reviendra après. On a déjà évoqué. Oui. Oui. Ah, si. Ah, si. Si. Monsieur. Bonjour. Pour revenir par rapport au vélo et aux haies, toute la partie des
tout ce qu'on a mis pour les vélos, c'est pas bien. Là, je prends entre Revez-moi et la pub de Garenne. Le côté des vélos, il a bien été découpé au niveau des arbres c'est pas la mairie, mais c'est le Sky. Je pense que ça a été connu. Oui. Je suis allé le voir plusieurs fois parce que la partie d'en face, c'est bien chez eux. Ils ne le font pas. Il y a également Spartans. Il n'y a pas eu d'action. Ça a été acté depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, il y a eu des changements aussi d'entreprise. Oui. Avec un constaté, les retours en étant sur le terrain ont été parfois un peu, c'est un boulot, on verra plus tard. Donc, est-ce qu'on peut un peu faire avancer les temps, surtout qu'en plein été, il y a quand même beaucoup d'enfants, non pas sur la nouvelle voie de vie, mais sur d'autres, qui vont aller, c'est taillé, il y a beaucoup de soleil en ce moment, on est pas encore en octobre, la place, on parlait de vélos qui se croisent, c'est difficile, surtout quand on est des enfants. Est-ce qu'on pourrait faire une sensibilisation, ou bien leur dire, sachant qu'ils ont des tailles L qui permettent d'aller jusqu'à au moins 3 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. L'autre partie du passage des jeux ou l'autre aurait bien besoin d'un coup, comme ça, on est tranquille. Très bien. Je me souviens que vous étiez déjà intervenu là-dessus l'an dernier. Effectivement, on avait sensibilisé Saint-Quentin, mais après, il y a eu ces changements d'équipe dont vous parlez. Donc, on va repasser le message. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que j'aborde Jacques Coeur? Oui. Alors, très bien. Alors, sur Jacques Coeur. Donc, la dernière fois que nous étions venus, on avait mis les tables, vous aviez travaillé, on avait eu un certain nombre de propositions qui avaient été faites, et je vous avais dit, nous allons désormais travailler avec Saint-Quentin-en-Yvelines pour préparer le cahier des charges, vérifier au niveau juridique que tout ce que nous faisons est bien bordé, puisque on ne fait pas une opération comme on en a connu ailleurs, où on dit à un promoteur, ben voilà, vous rachetez, vous négociez avec les commerçants et vous voyez ceux qui veulent rester ou pas. Là, on avait dit au départ, le foncier municipal servira à garantir la construction de cellules commerciales neuves pour les commerçants, de façon à ce qu'ils restent sur le site. Et donc cette idée-là, on l'a travaillé avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça a été assez long parce qu'il y a très peu d'exemples en France de ce genre d'opérations qui ont été faites, et il fallait évidemment qu'on le fasse de manière à ce qu'il n'y ait pas de sujet derrière d'illégalité, parce qu'on parle d'un commerçant, s'il est propriétaire des murs, par exemple, c'est son bien, donc il ne faut pas qu'on se rate sur ça. Donc on a travaillé là-dessus, et ça a pris un temps plus long que ce que nous imaginions, parce qu'il a fallu travailler avec les notaires, avec un certain nombre de personnes, pour bien trouver la bonne formule. Et ensuite, nous avons travaillé, comme je l'avais annoncé, à la recherche du bon promoteur pour faire l'opération. On avait noté dans les éléments que vous aviez évoqués lors de la dernière réunion que les points qui vous inquiétaient particulièrement, alors les gabarits, vous nous aviez donné des indications sur ce qui vous semblait acceptable, et vous aviez dit, entre autres, il y a 2 points qui nous posent problème. L'un, c'est la durée du chantier, puisqu'on avait annoncé un peu plus de 4 ans, 4-5 ans pour faire les différents phasages. Et l'autre, c'est évidemment toutes les poussières, tous les sujets de bruit qu'il peut y avoir pendant une opération. Donc, nous avons travaillé pour essayer de trouver un promoteur qui nous permette de répondre à ces problématiques-là. On va vous montrer un petit film, mais avant, je vous explique certaines choses. On a donc trouvé ce promoteur. Ce promoteur, en fait, c'est un promoteur qui fait des bâtiments en préconstruit. C'est-à-dire qu'il fabrique les choses dans une usine, ce qu'on appelait le préfabriqué. Il fabrique les choses dans une usine, ensuite il les apporte sur site, et là, il n'a plus qu'à les monter, à les assembler les unes avec les autres. Ce procédé constructif permet de réduire le temps de construction de 18 mois. Puisqu'il y a ce temps de gagner, tout se fait ailleurs, ça arrive et plop, c'est installé sur place. La deuxième chose, c'est que comme ça n'est pas de la construction comme on la connaît traditionnellement, mais qu'on monte des choses, eh bien, il n'y a pas tous les problèmes de bruit associés aux toupies, associés à tout ce qui se passe quand on fait le béton, sauf les parties inférieures, évidemment, parce que ça, on ne préconstruit pas un parking souterrain, et la partie des murs des commerces qui, elle, doit être en béton. En revanche, la solution qui a été retenue avec ce promoteur sur la partie qui concernera les logements, elle sera faite en structure bois. Donc, on sera normalement sur quelque chose qui sera très performant thermiquement,
et surtout qui sera un assemblage donc de structure bois au-dessus de la partie commerçant. Donc, on va vous montrer le petit film sur le promoteur, enfin une explication sur la façon dont ils travaillent et qui ils sont. Et je vous dirai quelques mots, puisque la semaine dernière, on a eu réunion avec les commerçants, puisqu'on travaille toujours de cette façon, on présente aux commerçants et ensuite on en discute avec les habitants. Alors, en attendant que la lumière soit, je vais vous parler de ce que nous avons vu avec les commerçants. Nous avons donc fait la réunion la semaine dernière avec les majeures parties des commerçants, de ceux qui tiennent les boutiques et des propriétaires, parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, on les a rencontrés, on leur a fait la présentation, le promoteur était là et il les a rencontrés et il leur a expliqué un petit peu comment ils allaient travailler ensemble. Et au sortir de la réunion, les commerçants étaient vraiment, sauf une personne qui avait encore des inquiétudes fortes, toutes les autres étaient vraiment séduites et ont accepté de travailler avec le promoteur. Parce que la démarche qui va se dérouler maintenant en termes de calendrier, d'aujourd'hui, enfin de cette semaine jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir un travail avec chaque commerçant pour définir ses besoins dans la nouvelle cellule commerciale. À quel endroit on doit installer ça, à quel endroit on doit faire ça, l'arrivée d'eau c'est où, etc., etc. Une fois que ce travail aura été fait et que le promoteur aura recensé tous les besoins des commerçants, il va y avoir, on lancera en début d'année un concours d'architectes pour avoir différentes propositions d'aménagement, d'architecture par rapport à ce projet et par rapport à la forme urbaine que l'on avait regardé ensemble lors de la réunion précédente. Ce travail avec ces architectes donnera des réponses différentes et ces réponses différentes seront présentées, elles, pour consultation auprès des habitants qui choisiront la forme, l'architecture qui les séduit le plus entre les différentes opérations, entre propositions qui seront faites. Donc voilà pour le calendrier, on sera normalement au printemps sur la proposition qui pourront être faites aux habitants, d'abord aux commerçants bien sûr, mais eux c'est différent parce que l'architecture est un peu moins importante des bâtiments pour eux. Ce qui leur importe le plus, c'est est-ce que, par exemple, la pharmacie, avec tout le mobilier qu'elle peut avoir, comment se passe le déménagement, à quel endroit on dispose des meubles, etc., pour qu'ils se retrouvent dans des bonnes conditions de travail, puisque je le rappelle, le pari de cette opération, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune interruption d'activité. Ils sont dans un local, on crée le deuxième, on l'aménage, il y a une journée ou deux de déménagement en fonction de tout ce qui... Pharmacie, je suppose qu'il y aura quelques jours pour le faire, mais voilà, vous avez l'installation, pareil pour le pressing, tout va être pris en compte sur le poids des machines, par exemple, qu'est-ce qu'il faut comme sol par rapport au poids des machines. Donc c'est beaucoup de sujets qu'il va falloir regarder avec eux d'ici la fin de l'année pour pouvoir ensuite préparer les choses. Et donc, ils auront ce changement, ils arriveront dans leur nouvelle cellule. Alors, c'est bon pour la vidéo ?
Voilà, donc c'est le promoteur GA, qui est un promoteur français. Et donc, vous l'avez vu, toutes ces usines sont situées en France. Et donc, il procède aux constructions dans les usines et ensuite, c'est apporté ici. Moi, je suis allé voir le site de Stellantis à Poissy est en train d'être monté par eux, là, par GA. Donc, je suis allé voir un petit peu, c'est très impressionnant. Vous voyez les panneaux qui arrivent, il y a absolument tout dedans, l'électricité, le chauffage, etc. Ils arrivent, les ouvriers clipsent le système et toc, c'est en place et ça ne bouge plus. Donc, voilà où nous en sommes. Encore une fois, le côté commerçant, donc, nous avons un oui franc et massif pour continuer la démarche avec eux. C'était la première condition, puisque si un commerçant refuse, le projet ne peut pas sortir. On ne va pas les mettre dehors. Donc, ça ne peut passer que par l'adhésion. Et donc, à ce jour, il restait une personne, je vous le disais, qui était encore assez inquiète, mais on a su quand même... Enfin, le promoteur a su la rassurer sur cette personne sur un certain nombre de choses. Donc, je suis très optimiste sur la suite donnée avec les commerçants. Et donc, derrière, dès que ce travail est fini avec les commerçants, il y a la consultation architecte qui est lancée et ensuite consultation des habitants sur le projet à retenir par rapport à tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. On va vous donner le micro. Ah, attendez, on a besoin qu'on vous entende. Notamment pour ceux en vidéo. Bonsoir. À propos des nuisances et autres poussières, on a compris que c'était des modules qui étaient apportés. La circulation des camions qui vont apporter ces modules, c'est ça le souci, je pense. Il va se faire comment? On ne le sait pas encore, mais est-ce que ça aussi, ça sera évoqué en prochaine réunion? Et ces camions vont être suffisamment lourds pour défoncer entre guillemets la chaussée. La circulation sur la barre des cartes, comment elle se fera? Le cas se fera un petit peu coincé. Enfin, parce que là, la proposition est d'envergure, combien de logements? On avait prévu autour de 90 logements. Ça fait quand même pas mal. Voilà, donc c'était ma question au niveau des nuisances et de la circulation dans le quartier pendant les 18 mois de travaux qui sont prévus. Mais plus sur les Ah, je n'ai pas dit que c'était 18 mois de travaux. J'ai dit que c'était 18 mois de moins. De moins. Ah, ce sera plutôt 36. Parce que, oui, je rappelle qu'il y a un phasage, puisque nous devons construire les nouvelles cellules commerciales sans démolir celles qui existent. Donc, il a fallu trouver un scénario qui fonctionne bien et qui permette de réaliser cette chose-là qui n'était pas facile à faire. Et après, je vous ai entendu, vous aviez une autre question. C'est un chantier, un tiroir. Oui. Donc, il y a les gravats, il y aura des choses de démolies, des choses d'enlever, des choses rapportées. Donc, toutes ces nuisances-là vont être abordées. Et il faut que, évidemment, le conseil de quartier soit au fait de ce qui va se passer dans notre environnement. En dehors de la poussière qu'il n'y aura pas, ça m'étonnerait, et du bruit qu'il n'y aura pas, je ne crois pas non plus. Mais attention. La circulation des camions. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de poussière et pas de bruit. Il y aura nettement moins de poussière et nettement moins de bruit. Et là, moi, je l'ai vu, je vous dis, sur place, sur le site de Stellantis. J'ai même une vidéo sur mon téléphone, si vous voulez voir tout à l'heure. Mais c'est très impressionnant et ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. La construction en site, je ne sais pas. Oui. Mais par contre, pour vous répondre sur... Évidemment, et là, je ne vais pas vous... Évidemment qu'il y aura des camions qui vont venir, qui vont déposer les choses. Sur le phasage, puisqu'on va être avec des phases, on vous donnera les informations aux voisins, aux riverains, aux habitants du quartier, pour que vous sachiez comment ça se passe. Et nécessairement, un chantier, ça génère du trafic. Par contre, l'expérience que nous avons sur les autres parties de la ville où nous avons fait des chantiers encore tout récemment, c'est qu'on arrive à fonctionner très bien, même avec le voisinage. Alors, de temps en temps, on a un voisin qui dit qu'ils sont réveillés très tôt ce matin, parce que les entreprises ont tendance petit à petit à déborder. Dans ces cas-là, on leur fait un petit message en disant que vous respectez les horaires. Ils se remettent à respecter les horaires, et c'est un peu le jeu du chat et de la souris là-dessus. Mais après,
évidemment, oui, forcément, il faut bien apporter les matériaux pour créer les choses. Et donc, là où il y aura du trafic, ça, c'est indispensable. Oui, mais enfin, ça ou une toupie de béton, l'important, c'est... Mais oui, mais vous construisez, de toute façon. Malheureusement. Malheureusement, oui. Oui. Je pense qu'on est suffisamment nombreux, suffisamment urbanisés. Bon, il y aura 80 000 logements, 3 personnes par logement, on va dire en moyenne, 300 personnes de plus. Alors, combien de voitures de plus, combien de vélos de plus, combien de trottinettes de plus, combien de chiens de plus? Je vais vous répondre. Ok. Elle va descendre dans le meeting, c'est pas grave. Hein. Alors, je vais vous répondre. Non, mais attendez, non, mais parce que là, vous êtes, pardon, vous êtes en train de poser un certain nombre de choses et j'ai les réponses. Non, mais écoutez-moi. Combien étions-nous au début des années 2000 à Montigny? Je vous pose la question, combien étions-nous en 2000? En 2000, combien on était? En 2000, nous étions 35 000. 35 000. Non, c'est-à-dire, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'entends souvent, on est en train d'urbaniser, de faire venir un maximum de gens. Sauf que ça n'est pas vrai, puisque nous sommes nettement moins nombreux aujourd'hui que nous n'étions il y a 25 ans. Nous étions beaucoup plus nombreux à Montigny il y a 25 ans. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que nous avons un desserrement des familles. Et donc, très souvent, les logements que l'on crée sur Montigny servent à des Igny-Montins. Souvent. Donc, c'est pas... Évidemment, on doit pouvoir loger d'autres personnes, mais n'imaginez pas qu'on est en train de densifier la ville, parce que ça n'est pas le cas. Non, mathématiques. Elle est densifiée par un endroit qui est déjà urbanisé. Ben, c'est ça une ville. On a tout le droit de construire en dehors. C'est quand même encore. Bon, bref. Ça a été voté. Non, mais madame, encore deux éléments. Non, mais encore deux éléments. Alors, on aurait pu tout casser et mettre un parc, sauf qu'on ne peut pas. Alors, s'il vous plaît. Deux choses. Madame, vous avez parlé, donc, si vous voulez bien m'écouter. Madame, vous parlez à votre voisin après, puis vous m'écoutez, puisque moi, je vous ai écouté. Deux choses. La première, c'est que les villes doivent continuer de réaliser du logement, que nous en avons l'obligation. L'État nous demande de construire du logement, et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, par an, nous devons réaliser 1750 logements. Donc, si vous ramenez à une moyenne qui est un peu idiote, parce que les villes ne font pas toutes la même taille, mais ramenez, vous divisez par 12, on est autour de 145 logements à réaliser tous les ans dans chaque commune. C'est un objectif. Ça ne veut pas dire qu'on l'atteint forcément, mais on doit tous tendre vers ce nombre-là. Deuxième chose, on a plutôt intérêt à construire là où c'est déjà urbanisé que d'aller construire sur des terrains qui sont des terrains occupés par des espaces verts. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus le même droit pour artificialiser les sols. Donc, de toute façon, l'évolution naturelle posée par la loi dans les prochaines années fera que le nouveau bâti se fera plutôt là où il existe déjà du bâti que sur des parcelles qui ne sont pas construites. Ça sera la norme. Après, l'objectif, et quand on travaille de cette manière-là sur la place Jacques-Cœur comme sur d'autres sujets, c'est quel est le niveau de construction que l'on peut faire pour apporter du logement, réaliser une opération qui soit suffisamment rentable pour être au moins équilibrée, parce qu'il y a des frais, il y a des coûts quand vous faites une opération comme ça. Je le rappelle sur cette opération-là, et je l'avais dit, on sera à livre ouvert en termes financiers, c'est-à-dire que vous aurez les prix, vous saurez combien a été dépensé, etc., etc. On travaillera à livre ouvert, je l'avais dit la dernière fois. Donc, il faut qu'on arrive à construire, qu'on continue de construire, mais sans faire perdre la qualité de vie qu'il peut y avoir dans les quartiers. Donc, c'est une équation qui n'est pas simple. Et là, quand on fait une opération de ce type, je pense qu'on tend vers ça tout de même, parce qu'on ne densifie pas à outrance, on ne crée pas un immeuble de 6 étages, on fait des choses qui sont quand même très basses et qui correspondent à ce qui existe sur le quartier. Donc, on est dans ça. Mais de toute façon, encore une fois, quelle que soit la ville, on est tous les maires sont dans la même obligation aujourd'hui. On doit réaliser du logement. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est juste, on a raison de le faire, parce qu'encore une fois,
si on n'avait pas construit de logement depuis ces 25 dernières années, le chiffre de 35 000, au lieu d'être tombé à 32 et d'être un peu remonté à 33, aurait encore diminué. Or, quand on diminue la ville, eh bien, on a moins d'enfants dans les écoles, donc on ferme des écoles, on a moins d'enfants dans les crèches, on a moins de recettes fiscales. Eh oui, mais oui. Mais la recette fiscale, c'est pas un bonus pour la collectivité, c'est de l'argent qui sert aux politiques publiques. Voilà. Donc, c'est important aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avancer de cette manière-là. Par contre, l'important, c'est d'essayer de trouver la solution pour faire en sorte que cet habitat soit le moins nuisant, le plus intégré possible dans un quartier. Voilà. Regardez ce qui s'est fait sur l'école Saint-Main. Voilà. C'est pas choquant ce qui s'est passé sur l'école Saint-Main. Voilà. Donc, on peut faire des choses intelligentes et qui permettent d'accueillir des gens qui en ont besoin. J'évoquais tout à l'heure, on a parlé avec les dames là-bas du logement pour les personnes âgées. On a beaucoup d'habitants qui sont arrivés dans les années 80 à Montigny, qui sont restés à Montigny parce qu'elles sont très attachées à Montigny. Et ces personnes-là, la plupart du temps, vivent dans des maisons dans lesquelles la chambre est à l'étage. Parce qu'il y a très peu de lieux où vous avez une chambre au rez-de-chaussée à Montigny. Et c'est très compliqué dans les pavillons de transformer les choses pour avoir une chambre au rez-de-chaussée. Donc, ces personnes-là, dans les 5-10 années qui viennent, auront besoin de logements qui leur permettent de répondre à leurs besoins physiques. Et donc, là aussi, il faut pouvoir proposer des logements comme ça. Donc, c'est aussi là où il y a ça, de l'intérêt de construire du logement, du petit collectif, par exemple, parce que ça permet précisément de répondre à ce type de besoin. Sur les dernières opérations, ces dernières années qui existent, très souvent, vous avez dans les acquéreurs, vous avez des habitants de Montigny qui quittent leur pavillon pour aller dans un appartement. Donc, ça répond aussi vraiment à un besoin local pour nos habitants, et pas seulement d'accueillir des gens qui viendraient de l'extérieur, même s'il y en a bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout pour répondre aux besoins des habitants de Montigny. Et monsieur après, pardon, je disais. Attendez, madame, vous êtes déjà intervenu, on va laisser monsieur qui est derrière. Quid de la poste, de la maison de quartier, et est-ce que ces travaux seront le d'accueillir? Alors, la Poste reste, elle est tout à fait d'accord avec le projet des travaux. Elle a juste demandé à avoir une surface beaucoup plus petite, parce que là, ils ont près de 600 mètres carrés, ils n'ont absolument pas besoin de tout ça. Donc, ils veulent à peu près la moitié, je crois. Mais ils sont tout à fait d'accord. Maison de quartier, on reconstruit une maison de quartier, entièrement neuve. C'est ce qui était annoncé, c'est ce qu'on avait proposé. Et au niveau des commerces, on a à ce jour, mais ça reste à vérifier dans le travail qui va être fait d'ici la fin de l'année, on a à ce jour peut-être la possibilité d'avoir des cellules commerciales en plus. Donc on est en train de regarder ça. Voilà. Ensuite, il y avait monsieur qui avait levé la main il y a longtemps, et après madame, et puis il y avait la dame, on revient. J'ai une question sur c'est quoi le recul qu'on a sur ces bâtiments préconstruits, surtout sur ce compteur, en vieillissement. Je parle en connaissance de cause, il y a 30 ans, ils avaient fait au lycée, les plans des 90 des lycées en Ile-de-France. 9, ça allait. 5 ans derrière, c'était beaucoup moins beau. Donc, c'est juste pour être sûr qu'on ne bâtit pas pour 5 ou 10 ans, mais on garde le quartier beau pour quelques ans d'existence. Voilà, c'est ma question. Je suis 450 ans d'existence. Alors, j'ai Antoine Beau, mon directeur de cabinet, qui me souffle. Ce promoteur, il a 150 ans d'existence et en préconstruit, ça fait déjà de nombreuses décennies qu'il travaille. Donc, normalement, on est tranquille. Normalement, on est tranquille. Voilà. Il y avait ensuite madame. Et moi, quand j'ai rencontré le promoteur, pardon, j'étais très intéressé par le procédé constructif. Par contre, j'étais inquiet sur les façades, parce que j'avais souvenir de ce qu'on appelait le préfabriqué quand j'étais plus jeune, et qui était pas le jour en général. Et là, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'avec le progrès numérique, en fait, ils arrivent à faire des choses extrêmement complexes
pour pouvoir ensuite en usine construire selon ce que l'architecte a dessiné. Donc en fait, vous pouvez avoir toutes les formes, comme sur de l'habitat, sur de la construction traditionnelle, vous pouvez avoir absolument toutes les formes. C'est comme c'était dit dans le petit film, c'est l'invisible en fait qui est préconstruit, mais la façade, on fait absolument ce qu'on veut. Voilà. J'ai deux questions. Oui. L'une, est-ce que tous les commerçants seront regroupés au même endroit? Parce qu'il y a un partage en fait entre le buffet, etc. et l'intérieur. Et la deuxième question, c'est la circulation pour le transport, pour le bus qui passe et qui traverse tout le Var-les-Cats. Alors, les commerces qui sont relogés, ce sont uniquement ceux qui sont sur les abords de la plage Jacqueur et dans la petite allée centrale. Pas ceux qui sont de l'autre côté du boulevard des Cats. Après, il est possible, si, comme on l'évoquait avec M. Tison, si jamais il y a des cellules supplémentaires, peut-être qu'un des commerçants en face voudra venir dans une de ces cellules. Mais là, non, on ne parle pas de l'opticien, du boucher, de la coiffeuse et du petit salon de beauté qui est derrière. Là, on parle des commerces qui sont ici. Comment? Ah oui, la vie 21, mais c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Oui. L'art de plaire, c'est dommage. Non, c'est le coiffeur. Là. Ça, c'est le coiffeur, l'art de plaire? Raté, j'ai voulu faire le gars qui sait. Allez, c'est sur les coiffeurs. Alors, ensuite, oui. Ah, transport. Non, le bus, il n'y a rien qui change pour le bus. Par contre, rappelez-vous. Ah oui, mais ça, on va l'organiser. Il y a pas de, ça ne change rien au niveau de la ligne de bus. Parce que les camions, c'est ponctuel. Hein. Les camions, ils viennent, ils déposent et ils s'en vont. Hein. Donc, ça, c'est la phase de chantier. Il faudra expliquer comment les choses se passent, mais ce sont des choses qui sont normées. Il n'y a pas de sujet normalement autour de ça. Et je rappelle ce que j'avais déjà dit l'an dernier, c'est que normalement, là, on devait être refait le boulevard des Cartes. Évidemment, on a décalé pour qu'on le fasse après les travaux, avec la volonté de créer le plus de places de stationnement possible autour, de créer une piste cyclable, et donc d'avoir une trottoir et voirie entièrement refaite. Donc ça sera après les travaux, évidemment. On va décaler un peu. Parce que là, comme il y a beaucoup de camions, comme ça a été dit, ça serait idiot de tout défoncer une fois qu'on a tout fait. Quoi. Oui. Quelle sera la hauteur du bâtiment? Quelle sera la distance et les propriétés existantes? Alors, je n'ai pas les mètres en tête. C'est conforme à ce qu'on avait présenté. Alors, vous n'étiez peut-être pas là à la réunion qu'on avait faite ici, où on avait montré les volumétries. Oui, alors je vous prie de m'excuser, je sais qu'au maximum, c'est 2 étages plus attiques. Alors, je ne sais pas vous dire le nombre de mètres que ça représente, c'est pas très haut. Et puis, le recul par rapport, particulièrement à la rue Pierre-Loti. Alors, par rapport à la rue Pierre-Loti, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je préférerais que vous nous envoyiez un mail pour qu'on puisse vous apporter une réponse exacte. Mais oui, au minimum 20 mètres, je crois. Au minimum 20 mètres. J'ai 30 en tête, mais ça dépend des endroits. Donc, je crois au minimum 20 mètres. Mais adressez-nous un mail pour qu'on vous donne la réponse précise, parce que je viens déjà de me planter sur le coiffeur. Alors, si on peut des bêtises, ça serait dommage quand même. Et puis, ça dépendra de l'architecture. Alors, c'est en rapport, on a effectivement la population vieillissante, et je voulais savoir qu'il faut voir aussi l'autre côté, c'est des jeunes qui ont du mal à s'installer pour des raisons budgétaires sur la vie nouvelle en général. Est-ce qu'il est prévu un programme aussi sur la plage Jacqueur d'accession à la propriété? Alors oui, ça sera de l'accession à la propriété. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Et le sujet que vous soulevez du logement, c'est aussi pour ça que vous avez eu dans les dernières opérations sur le quartier, nous y étions la semaine dernière avec Antoine Beau, avec les habitants. Le programme sur Bergson a été fait avec de l'accession sociale, du locatif social et de l'accession. Justement pour essayer de répondre aux besoins de plusieurs personnes, même si quand on dit ça, on sait bien que c'est assez difficile aujourd'hui pour des primo-accédants. Alors, il y a dans l'ancien sur Montigny, il y a des quartiers où on arrive à trouver encore des appartements à des prix raisonnables. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Montigny est un peu victime de son succès et que le prix du mètre carré a augmenté. Donc ça, malheureusement, c'est un phénomène difficile on ne peut pas juguler ça. Une autre question?
Madame. Et monsieur après. Mettez bien le micro sous, qu'on vous entende bien, parce que sinon... Oui, j'ai bien compris, c'est de construire. Dès qu'on ferme une école, on construit des logements. On l'a fait à Saint-Marc, on l'a fait à Bergson, Paul Verlaine, c'est pareil. Et ce qui m'inquiète, c'est les places de parking. Parce qu'on n'en parle jamais, mais ça va devenir impossible. Alors, autour de sa main, on ne remonte pas de problématique liée à ça, puisqu'il y a des parkings dans les logements, à chaque fois, qui sont prévus. C'est normé de toute façon. C'est-à-dire que vous avez, quand vous construisez, vous êtes obligé de prévoir un certain nombre de places de parking à l'intérieur, et vous êtes la collectivité réalise toujours des places, quand elle le peut, aux abords, pour permettre aux amis, enfin aux gens qui ont besoin de venir stationner là. Après, on n'est jamais en capacité de répondre à tous les besoins parce que les gens ont souvent 2, voire 3 voitures. Et donc, là, l'espace public, il ne peut plus. Alors, ce qu'on constate un petit peu partout, malgré tout, c'est que c'est le bazar organisé dans les résidences. Toi, tu te gares comme ça, moi, je me gare comme ça, et puis on s'en sort, quoi. Donc, et ça, nous, parfois, on nous écrit en disant « c'est insupportable dans la rue, venez verbaliser ». Si on verbalise, on est incapable de... Enfin, les voitures, elles existent, on ne va pas les détruire. Donc, on essaye de faire en sorte de faire appel un peu à l'intelligence de tout le monde, de se dire, bon, on s'organise, quoi. Est-ce qu'il y a au moins une place de parking par jour? Oui, absolument. Parce que c'était pas le cas à côté du centre, l'ancien Bergson. Ah si. Ah si. Ah si, si. Quand j'avais Attends, assisté à la réunion, non, si, c'est réglementaire, ça. Si, si, oui, oui. Oui. Ah, oui, si, c'est réglementaire. Ah, oui. 90 logements ici qui vont être créés, ça va engendrer pas mal de places de parking, je suppose. Mais vous aurez les places de parking en dessous. 90. Oui. Oui, même plus. Parce qu'en fonction de la taille du logement, vous pouvez avoir une place supplémentaire. Donc, ça sera plus que ça. Même. Ah, le parking, le parking, il va être disposé un peu différemment de ce qui existait. Oui, je me souviens, monsieur, l'année dernière, déjà, la remarque que vous aviez fait là-dessus, il manque 30 places. C'est ça, hein? Vous voyez, je ne me souviens pas du magasin, mais vous, je me rappelle. Oui, absolument. Après, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut venir à vélo. Mais oui, on peut venir à vélo, on peut venir en trottinette, on peut venir à pied également. C'est quand même un centre commercial de quartier. Hein, ce n'est pas le centre commercial que loin au nord de la ville. Donc, pour répondre à la question, oui, on prévoit évidemment des places. Alors, monsieur a raison parce qu'on a regardé après votre intervention et effectivement, il manque des places. On n'est pas tout à fait à 30, mais il manque des places par rapport à ce qui avait été indiqué. Oui, non, mais vous aviez raison. Et donc, ils ont travaillé pour essayer pas de reconstituer tout, c'est pas possible, parce que sinon, on remet de la voiture partout. Et on voudrait quand même avoir une place, des espaces qui soient jolis, un peu plantés, etc. Donc, on essaye d'optimiser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur le boulevard Descartes, l'objectif, c'est aussi de créer un maximum de places quand c'est possible, là aussi pour venir en complément sur le sujet. Mais votre remarque était très juste et je m'en souviens bien. Oui. Alors ça, c'est pensé dans le projet. Ensuite, monsieur. J'ai réclamé à plusieurs reprises. Donc... Je vous promets, l'immeuble ne sera pas rouge. Il ne sera pas rouge. J'ai plusieurs sujets en compte à aborder. Je reviens sur ce que vous avez dit en ce qui concerne la diminution de l'utilisation de stupéfiants sur la ville. Lors de mes promenades occasionnelles, là, j'ai l'occasion de voir à plusieurs reprises des bombes de gaz hilarant. Voilà. Premier point. Ensuite, vous parlez d'économie. Mais ce que j'entends depuis un certain temps, quelques 20 minutes, c'est quand même qu'il y a de grosses dépenses qui sont effectuées au niveau de remplacement des bâtiments existants ou de jardins publics existants. Donc, ce sont des gros investissements qui sont faits. On parle de logements, donc moi je serais intéressé par savoir combien il y a de logements sociaux sur la commune.
Ensuite, on parle de commerce, d'emplacement de commerce, de création de nouveaux commerces. Et on voit au centre commercial principal, Carrefour, qu'il y a de moins en moins de boutiques ouvertes et que ça se... Pardon, pardon, parce que j'ai pas noté. On va reprendre à la première question, je vais vous répondre. Protoxyde d'azote, et puis après on va avancer. Taux de logements sociaux. Une chose importante, j'accorde pour la fin, parce qu'on a plusieurs voisins. Le jardin de Sudeville est en pleine rénovation. Oui. Il est géré par Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis plusieurs années, on demande à ce que vous avez abordé les haies soient taillées entre ce jardin de Sudeville et nos maisons. On a des arbres qui font 20 mètres de haut. J'espère qu'il y a une bonne assurance au niveau de la communauté urbaine, parce que le jour où ça va tomber sur nos maisons, ça va coûter certainement très cher de remplacer les toitures et les murs brisés. Et puis un petit bosquet, un petit bois qui est continu au jardin de Sudeville, qui n'a pas été taillé depuis des années. Et donc on souhaiterait aussi que la communauté de communes respecte la taille des haies de ce petit bois comme autour de nos allées, donc nous sommes à l'île des Perches. Voilà, j'espère que vous avez mémorisé tous les sujets. Non. Parce que si nous avons abordé, nous l'aurons. Alors, le premier, c'est le protoxyde d'azote. Et ce sujet-là, nous en sommes emparés. Nous sommes en train de travailler avec l'Institut de promotion de la santé qui existe sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour préparer toute une campagne de sensibilisation à l'attention des enfants et à l'attention des familles, parce que le point qui m'effraie le plus dans tout ça, au-delà des nuisances que ça génère, c'est que quand vous consommez du protoxyde d'azote, vous détruisez des neurones. Et c'est irréversible. Donc, des tas de gamins en ce moment, par jeu, pour faire comme les autres, consomment du protoxyde d'azote et à chaque fois esquintent leur cerveau. Et ça, donc papa, c'est insupportable. Donc, on a décidé de faire une très grosse campagne là-dessus, qui est en préparation, là, pour justement à la fois trouver des moyens de sensibiliser les jeunes, parce que si un jeune, vous lui dites protoxyde, faut pas, vous ne l'aurez pas. Hein. Donc, il faut trouver le bon message, le bon moyen pour réussir à atteindre les jeunes sur ce sujet. Mais vous avez aussi une campagne d'affichage qui aura lieu, qui elle est plutôt à l'attention des familles, pour que les parents soient conscients et jouent leur rôle aussi d'éducation avec leurs enfants, pour les sensibiliser sur le problème, parce que là, on va avoir un véritable problème de santé publique si jamais on ne traite pas ce sujet-là. Donc ça, on le prend très très au sérieux. Ensuite, la deuxième question, c'était sur le taux de logement SRU sur la ville. On est à 28%, autour de 28%. Ensuite, sur vous disiez, j'entends depuis tout à l'heure des grosses dépenses. Alors, sur le parc Chedeville, d'une certaine manière, vous n'avez pas vraiment tort. Je pense que si on avait lancé le projet 1 an ou 2 plus tard, on aurait fait un projet nettement moins coûteux. Parce que depuis sont tombées tout un tas de contraintes financières sur les collectivités et on va tous être tenus effectivement de faire des choses beaucoup plus sobres que ce que nous faisions auparavant. Ça n'était pas le cas au moment où on a fait le travail avec Saint-Quentin sur le parc. Et donc, on est sur un prix au mètre carré de réalisation qui est conforme à celui qui est appliqué sur les parcs que vous avez dans les villes voisines quand Saint-Quentin réalise un parc. Mais c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse attention et qu'on fasse des choses moins coûteuses, plus simples, dans les aménagements urbains aussi, que ce que nous avions l'habitude de faire parce qu'il y a moins d'argent pour les faire. Vous évoquiez le fait qu'on construit beaucoup et donc que ça coûte. Alors, en dehors du parc, quand on a fait Sama, ça ne coûte pas à la ville, ça rapporte à la ville. Sama, ça rapporte. Ça permet de financer la crèche, l'équipement public, la réalisation des logements. Sur la parcelle de l'école, on rase, on fait du logement, et l'argent récupéré par ces constructions de logements permet de réaliser la crèche. Et je rappelle, cette surface auparavant, parce qu'on dit on bétonne, cette surface avant, ça n'était que des bâtisses et du bitume. Aujourd'hui, dedans, vous avez 30% d'espace vert qui n'existait pas, puisqu'on a une obligation, quand on réalise une opération immobilière, d'avoir de la pleine terre. C'est réglementaire. Donc aujourd'hui, vous avez davantage de pleine terre sur cette parcelle qui a été construite qu'auparavant. Donc non, ça ne coûte pas nécessairement. La différence, c'est sur le projet de la place Jacques-Cœur, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que là, l'objectif que s'est fixé la ville, c'est de permettre de s'assurer que les commerçants ne partiraient pas.
Et donc, le seul levier pour permettre cette chose-là, c'est de sécuriser complètement le changement de local pour le commerçant. Et donc là, l'argent public contribue effectivement à la réalisation de cellules commerciales neuves pour permettre effectivement que l'on ait toujours notre supérette, la poste, etc., qui soit présents sur le quartier. Donc là, nous, on ne gagnera pas d'argent, c'est vrai. Mais on aura une dépense qui sera générée par les travaux sur la maison de quartier, mais par contre, sur l'opération, ça ne coûte pas à la ville. Ça coûtera un tout petit peu à la communauté d'agglomération qui s'assurera des espaces publics sur cette parcelle, puisque ça relève de sa compétence. Mais là encore, les coûts seront très modérés, puisqu'elle va aussi toucher de l'argent de la part du promoteur sur cette partie-là. Donc non, on fait très attention à ces choses-là, croyez bien. Il ne s'agit pas de dépenser. Et ce n'est pas parce qu'on a l'obligation de construire du logement qu'on en fait de manière systématique. Si vous regardez le nombre, je ne peux pas faire de bilan, donc je vous invite à aller regarder ce qui existe en matière de réalisation sur la ville sur ce mandat. Ça va, on ne va pas m'étonner. Hein. Donc, voilà sur cette question-là. Et puis, la dernière question, c'était sur les arbres qui donnent sur vos jardins et qui sont très hauts. Dans le cadre du chantier du parc Chédeville, ces arbres ont tous été vérifiés. Donc, ils sont dans un état phytosanitaire sain. Il n'y a pas de problème avec ces arbres. Et donc, il n'y a pas de raison demain qu'ils tombent sur la maison. Je vous dis ça, demain, il y a un coup de vent, il y en a un qui tombe. Parce que c'est aussi ça, la nature. Oui, on a connu. Et la dernière tempête qu'on a eue sur Montigny, on n'a pas eu un seul arbre qui soit tombé. Pas un seul. En face de ma maison, il y en a qui tombaient de l'autre côté de la maison, sur le parc. J'ai eu la chance. C'était entre Noël et le 1er là, une dizaine d'années. Oui. Mais depuis, là, on a eu récemment, l'année dernière, une tempête. Et on n'a eu aucun arbre tombé sur la ville. Et pourtant, ça a soufflé à plus de 100 km/h. Donc, c'est très aléatoire, ça. Et encore une fois, je sais tous les sujets qu'on peut avoir avec les arbres parfois, les ginkgos, les feuilles à l'automne, etc. etc. D'ailleurs, vous avez remarqué que cette année, j'ai fait la réunion plus tôt pour qu'on n'ait pas encore les feuilles. Pour que ça ne soit pas un sujet ce soir. Mais en même temps, la présence de l'arbre, elle est indispensable. Elle est indispensable. La qualité de vie à Montigny, c'est quand même beaucoup ça aussi, d'avoir tous ces arbres et tous ces espaces verts qui existent sur le territoire. Donc il faut y faire attention, même si ça peut générer des nuisances. En ce qu'on voit, nous, c'est surtout un taillage légal entre nos clôtures et puis les arbres qui existent. Parce qu'ils débordent sur nos propriétés, même parfois. Oui. Alors là-dessus, je crois qu'il y avait, ils ont tous été regardés. Dimitri, vous avez peut-être des éléments là-dessus? C'est vrai que la communauté d'agglo, comme nous-mêmes, on apporte une grande attention à l'entretien de notre patrimoine arboré. Et concernant le parc Chédeville, en effet, il y a eu en amont des études, phytosanitaires pour connaître l'état des arbres. Et en effet, c'est ce qui a permis de déterminer sur le parc Chédeville, il y a quand même eu quelques arbres qui ont été abattus, notamment au rang aussi l'accessible. C'est capricieux. Oui, c'est capricieux. Hein. Pour rendre accessible aussi les cheminements. Donc, en effet, les arbres qui étaient vraiment dangereux, ils ont été abattus. Bon, il est quand même prévu dans le projet de replanter 2 arbres, remplacer un arbre abattu. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même un parc qui sera. Et sur les arbres qui longent. Oui, alors au niveau de l'allée du Perche, Maya et tout ce secteur-là, je sais qu'il y a beaucoup de courriers qui ont transité entre les services techniques et la communauté d'agglomération. Nous, on se fait toujours le relais auprès de nos homologues au niveau de l'agglo. Sauf qu'actuellement, je vous avouerai que le service Arbo de Saint-Quentin-en-Yvelines est complètement dépouillé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Donc, ils sont en phase de recrutement pour pouvoir récupérer du personnel, en effet, pour pouvoir reprendre en gestion leur patrimoine. Toujours est-il qu'en effet, vous êtes au niveau des pavillons du Perche, vous êtes exposé nord, et donc c'est sûr, vous avez toute une frange d'arbres qui est donc sur votre partie nord. Voilà. Alors, il y a monsieur. Merci. Et après, il y a madame. Dans la continuité donc, de ce sujet, j'ai relancé donc, la communauté de communes. J'ai reçu dans cet après-midi. On va se rappeler demain, puisqu'en fait, il a récupéré, je crois que j'ai compris qu'il venait d'arriver sur le secteur. Il a récupéré un certain nombre de dossiers
Il n'était pas tout à fait certain d'avoir notre côté aussi. Le sujet dont on a réclamé, je suis M. Chauvin. Voilà, M. Chauvin. Vous nous avez répondu, donc, fin avril dans notre courrier, et moi, je me suis permis de le relancer. C'est la communauté de communes. Donc, on doit se recontacter demain pour faire savoir s'il a réellement dans les mains notre document et nos remarques. Et il m'a annoncé qu'ils avaient prévu des travaux pour octobre et qu'ils avaient des gros problèmes de personnel, semble-t-il, actuellement. Ça correspond. Donc, on semble s'acheminer vers des échanges et peut-être des solutions qui seront peut-être que partielles, mais enfin bon, peut-être quelques éléments. Merci pour ces précisions. Il y avait madame. Je vais revenir sur le stationnement. Par exemple, en ce moment, avec les travaux sur le dit, nous, dans la rue de Gavarnie, il y a quand même des places qui sont interdites. Depuis que Bergson a été construit, donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont locataires mais qui ne veulent pas louer le garage. Ils viennent se stationner dans les rues, ce qui est tout à fait logique et normal. Bergson, pour savoir où il y a pas de problème, ben moi je suis presque tous les matins. Il y a des gens qui déposent à la crèche, mais ils n'importe comment. Enfin, je suis toujours étonnée quand je vois, par contre, les places qui sont réservées pour le conservatoire sont toujours vides. Et je vois des parents qui déposent dans le boulevard Kessel leurs enfants d'un côté ou de l'autre et qui les laissent passer tranquillement dans leur voiture, les mettant en protection, mais pas du tout sur le passage piéton. Moi, ça m'inquiète tout le monde parce que comme là, il y a quand même pas mal de priorités à droite qui sont déjà pas du tout respectées. Les gosses sur la route, c'est problématique. C'est vrai que moi, je ne fais pas beaucoup de vélo à Montigny. D'ailleurs, je trouve aussi que sur la Nuit d'Europe, c'est très mal indiqué où est la place des vélos, où est la place des piétons. Et donc, je déteste cet endroit-là parce que justement, j'arrive jamais à me situer où est-ce qu'il faut passer en tant que piéton. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de trottinettes, il y a beaucoup moins de problèmes, on va dire, mais il n'y a quand même pas de voies cyclables partout. Donc, quand faire tout à vélo, bon, et puis de faire une course au sport pour toute la semaine, on ne va pas non plus énerver. Cet été, j'ai dû aller demander au conducteur qui venait récupérer du matériel à chez soi d'arrêter de faire tourner son camion sur une fenêtre de chambre pendant 3 heures. Ça n'était pas validé, il fait sa radio, il s'est tranquille dans son camion avec sa fille. Sauf que nous, pendant 3 heures, on a supporté le condition de son camion de vraiment ce qu'il faisait là. Donc les rues ne sont pas du tout capées pour se passer, c'est pour ça que les places, elles sont interdites pour que les camions puissent circuler. Là, sur Jacques Coeur, donc que je découvre le projet ce soir, je me demande un peu comment ça pourrait se passer, mais le stationnement à Montigny, c'est pas si évident que ça. Et nous, dans le quartier de Verlet, c'est plein, c'est blindé. Alors qu'en effet, pour l'instant, il n'y a pas encore ces nouveaux logements, il n'y a pas encore tout ça. Donc, pour le stationnement, il faudrait peut-être inciter les locataires à prendre le parking. Alors, a priori, il n'est pas très cher. Il va être 10 ou 15 € par mois, mais la plupart de ceux que je connais qui résident en locataire ne le font pas. Alors, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai jamais dit que le stationnement, c'était facile sur Montigny. J'ai même dit que souvent, c'était du bazar organisé. Donc, c'est un peu l'inverse. On est comme ça parce qu'on a beaucoup plus de voitures qu'on ne pourrait réaliser de place. Et pas beaucoup plus de voitures parce qu'on a beaucoup plus de logements, mais parce que par logement, on a beaucoup de voitures, souvent. Et donc, ça, il faut faire avec. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais globalement, depuis que la ville existe, on arrive à fonctionner tout de même. Après, ce que je vous disais sur le fait d'aller à vélo chercher, évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire vos grosses courses le plein de la semaine, mais quand vous allez chercher votre pain, pourquoi pas y aller à vélo? C'est ça l'idée. C'est tout simplement. On a organisé, quand vous regardez la ville, vous avez la possibilité quand même de circuler sur des pistes sécurisées la plupart du temps. Et en dehors de ça, moi par exemple, vous, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours circulé avant, quand j'étais gamin, sur les routes où circulaient les voitures. On y a le droit aussi. Donc, on peut circuler en vélo partout à Montigny. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais sur le stationnement, pour y revenir, c'est un peu comme Léa tout à l'heure. Je peux faire passer le message dans un immeuble qui serait bon que, mais je ne peux absolument pas contraindre les locataires à prendre un parking. Et vous avez tout à fait raison, particulièrement dans le logement social. Ça partait d'une bonne intention au début, c'était de se dire, puisque le parking est payant, donnons la possibilité aux gens qui n'ont pas de voiture ou qui ne veulent pas de parking de ne pas payer le parking. Bilan, beaucoup se sont engouffrés là-dedans et ne louent plus leur place de parking dans leur immeuble et préfèrent se garer dans la rue.
ça, c'est un vrai sujet que nous avons, mais sur lequel il n'est pas vraiment possible d'apporter de réponse, puisqu'on ne peut pas contraindre les gens à prendre une place. Ce que nous avions fait parfois, ce qu'on a fait d'ailleurs sur le quartier de la Sourderie, c'est de renégocier avec le bailleur pour proposer un tarif plus bas. Parce que parfois, vous disiez 15 €, parfois c'est plutôt 30 à 40 € par mois. Et pour certaines familles, 30 à 40 €, ça peut commencer déjà à faire beaucoup. Donc on a négocié avec des bailleurs pour qu'ils baissent ce tarif en leur disant aujourd'hui votre parking il est aux 3/4 vide. Si demain vous gagnez 50 voitures à l'intérieur, même si le tarif est 2 fois moins cher, c'est toujours un bénéfice que vous ferez qu'aujourd'hui vous ne faites pas. Donc ils ont accepté, ils se sont rangés à cette proposition-là, ils l'ont fait, et ça a un peu amélioré les choses. Mais encore une fois, beaucoup de gens effectivement préfèrent se garer sur l'espace public que dans les parkings. Donc, mais pour autant, si je ne sais pas depuis combien de temps vous habitez Montigny, si vous habitez depuis un certain nombre d'années à Montigny, vous avez sans doute toujours vu des grues dans le ciel de Montigny. On a toujours construit à Montigny, toujours. Et à la fin, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, on peut être inquiet avant en se disant, oh, tiens, là, il y a un nouveau quartier, qu'est-ce que ça va générer? Je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y aura aucun problème, parce que ça, ce n'est pas vrai. Mais par contre, jusqu'à présent, l'expérience nous montre que quand on réalise des nouvelles choses sur la ville, ça fonctionne. Alors, on peut avoir des problématiques comme celle qu'évoquait Madame tout à l'heure. À la rentrée, il y a plus de parents sur l'école, puisqu'il y a plus d'enfants qui viennent. Donc ça, il faut l'organiser, il faut trouver des solutions, et on y travaille. Mais sinon, globalement, encore une fois, là-dessus, on fait aussi appel au bon sens des gens dans les résidences pour essayer de faire en sorte que ça vive plutôt bien, sachant qu'il y a plus de voitures et qu'il y aura toujours plus de voitures, qu'il y a de places de stationnement, jusqu'au jour où les gens peut-être auront moins de voitures, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Voilà. Alors, là, il y a plusieurs bras. Ça s'appelle Jacques Coeur. Je peux pas souvenir des projets qui ont été présentés, mais de mémoire, je pense qu'il y avait une première notion qui n'avait pas cité au début, c'est la notion de conserver une place, un minimum de place. Actuellement, on a une très grande place, effectivement, qui n'est pas utilisée, mais par contre, une partie de cette place est quand même utilisée, parfois pour la pédagogie, parfois pour des fêtes de quartier, parfois par la mission de quartier qui organise une fête. Et je pense qu'il est important que cette notion de place demeure. Alors, de mémoire, dans le projet qui a été présenté, il y avait 3 noms différents, et le nom de ce scénario, c'est la plage du cœur. Vous allez travailler, je pense que c'est un point fondamental. On n'a pas besoin de la taille actuelle, mais il y a au moins la moitié, si ce n'est vraiment un tiers, avoir cette notion de place de quartier, où on puisse organiser, où on puisse organiser. Voilà. Merci. Alors, ça faisait partie des points qui avaient été donnés dans le cadre de la consultation. C'est très vrai, hein, ça avait été donné dans les points de la consultation, et donc ça a été transmis dans le cahier des charges proposé au promoteur qui a été retenu. Donc il y a une place, une vraie place qui doit être réalisée dans l'aménagement. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, je change un petit peu de sujet. Très bien. Je regarde la télévision, la TNT, et par le câble coaxial. J'ai d'ailleurs une box sur qui, c'est le cas, branché sur le coax. Est-ce que ça doit tout disparaître ou c'est encore pérenne pour l'année prochaine? Alors l'année prochaine, c'est encore bon. C'est encore bon. C'est 28. Pour le cuivre. Pour la fin du cuivre et le coaxial, on attend les réponses. Ouais. Mais normalement, pas encore l'an prochain, parce qu'à ce jour, ils ne sont pas prêts. Voilà. Ah, mais normalement, la TNT, on veut la garder. Ouais. Ouais. Alors là-dessus, pareil, je préfère pas vous répondre parce que j'ai pas l'élément et je veux pas vous raconter de sornettes. Donc envoyez-nous un mail s'il vous plaît pour qu'on se renseigne et qu'on vous apporte la bonne réponse. Et on avait déjà fait un article dans le journal sur le sujet il n'y a pas longtemps. Si on a des informations nouvelles, on remettra dans le journal. Voilà. Une question juridique.
Pierre Noma, j'ai échangé avec ma voisine par rapport aux places pour accéder à Aznavour, c'est le centre. Je venais lui indiquer où était le parking. Donc en fait, je me demande s'il n'y a pas peut-être un problème de signalétique. C'était ma première demande. Peut-être. Alors, écoutez, normalement, les gens qui s'inscrivent ou qui inscrivent leurs enfants au Forum des Arts ont l'information du parking qui existe en face. Mais ça va toujours mieux en le redisant. Oui, vous avez raison. Oui. Alors, oui, mais parce que c'est réservé aux usagers du conservatoire. Non, parce qu'à un moment, non, les gens, ils ont Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour autant quand vous avez raison, on peut le redire, on peut redonner le message aux familles pour qu'elles sachent le trouver. Et moi, le parking, je n'ai jamais reçu l'information. Ah ben, c'est pas bien ça. Merci. Et ma question, c'est par rapport à Jacques Coeur. Tout à l'heure, vous avez dit que potentiellement, il y aurait des nouveaux commerces qui pourraient s'installer. Qui est bailleur? Il n'y a pas de bailleur. C'est-à-dire que c'est la mairie? Non. C'est ça. Ils seront vendus. Ils seront vendus à des investisseurs ou à des commerçants qui voudront acheter. Là, vous avez par exemple des commerçants qui sont dans des locaux loués aujourd'hui sur la place Jacques Coeur, qui sont intéressés pour acheter un local dans les locaux qui seront créés en plus. Donc, seuls les commerçants qui pourront acheter le local pourront s'installer? Non. J'ai dit qu'ils ont dit qu'ils étaient intéressés pour... Il y a au moins un commerçant qui aujourd'hui est locataire, qui nous a demandé s'il y avait d'autres cellules commerciales qui seraient disponibles et qui nous a dit « je serais intéressé ». Mais voilà, il a dit « je serais intéressé peut-être pour en acheter un ». Mais on sera dans le cas d'une commercialisation classique, normale, c'est-à-dire que le promoteur, à un moment, mettra des panneaux pour dire « commerce à vendre » et commerce à vendre. Et donc, pourra acheter qui veut acheter. Oui. Non, il n'y a pas de bailleur là. Absolument. Ensuite. Oui, il y a madame et puis... Toujours sur le projet de la place Jacques Coeur, oui. Je voulais savoir s'il avait été prévu un endroit pour mettre les bacs à ordures. On parlait tout à l'heure des ordures autour des arcades, pour mettre les ordures au bord de la voirie pour que les éboueurs puissent les prendre, sans que cela oblige les piétons et, comme je le disais tout à l'heure, surtout les personnes à mobilité réduite à descendre sur la rue. Alors, je suis passée tout à l'heure dans une résidence avec un quartier qui n'est pas du tout celui-là, qui est au pas du lac, la résidence Arcy. Oui. Et donc là, il y a une énorme zone piétonne, évidemment, et le nombre de bacs jaunes qui étaient à 14h30 encore sur le trottoir était monstrueux. C'est une grande résidence. Hein? Oui, c'est une grande résidence. C'est dans la résidence. Sur la rue, j'ai dû descendre du trottoir, me faufiler entre deux voitures, marcher sur la rue assez longtemps, et après seulement la plupart rentrer. Donc, c'est un emplacement spécifique pour la sortie des bacs à ordures. Alors, construction de la place Jacques Coeur. vous posez une bonne question parce que ça a un peu trait au sujet qu'on vient d'évoquer juste avant, celui des cellules commerciales. En fait, on a calculé qu'il restait, une fois qu'on avait mis tout ce qu'on voulait mettre en termes d'équipement, de commerce, etc., dans les rez-de-chaussée de ces bâtiments, il restait des mètres carrés. Et donc, le promoteur a pu dire aux commerçants, eh bien, il y aura de quoi faire encore un certain nombre de commerces. Et l'urbaniste de l'agglomération qui était présente a mis le frein, a dit « Attendez, non, pas du tout. N'oubliez pas que dans les rez-de-chaussée, nous avons l'obligation d'avoir des locaux poubelles et que ceux-ci doivent répondre à toutes les normes qui sont aujourd'hui beaucoup plus drastiques qu'auparavant sur la façon dont on gère les poubelles, les sorties, etc. » Donc, effectivement, c'est pour ça que je suis mesuré. Je vous dis oui, il y aura des commerces en plus
En tout cas, c'est ce qui est envisagé, mais pas forcément une surface très importante parce qu'il faut rentrer les locaux vélos, les locaux poussettes, les locaux poubelles, et tout ça occupe énormément d'espace dans les logements désormais, dans les petits collectifs. Donc, cette question-là est bien prise en compte, madame. Sur les travaux de la place. Oui, bien dans le micro. Je reviens sur les travaux de la place Jonquière, parce que j'habite boulevard Descartes juste en face de la place. Et je voulais savoir si cette partie du boulevard Descartes qui va donc des petits restaurants jusqu'au rond-point sera impactée par les travaux. Alors, forcément, les travaux seront en face. Donc, il y aura l'impact visuel, il y aura du bruit et un peu de poussière quand même si on est sur de la construction en préfabriqué. Évidemment, il y aura un petit peu de tout ça. Je reprends l'exemple de Samin et ce que disait Madame tout à l'heure. Il y a le projet de Samin, il a été réalisé, vous avez des pavillons qui tournent tout autour du projet, tout autour de la maison, la crèche qui a été construite, des petits pavillons qui ont été réalisés et du petit immeuble de logements sociaux qui a été réalisé. Les pavillons sont juste derrière. Et objectivement, c'est une opération qui s'est très très bien passée, sans nuisance. Alors de temps en temps, c'est pareil, vous avez un camion qui arrive un peu trop tôt, qui fait un peu trop de bruit, etc. Donc on corrige. Mais Madame est là pour témoigner, aucun problème par rapport à ces genres de choses. Et on était sur la construction traditionnelle, c'est-à-dire on coule des murs de béton, etc., etc. Là, on va être sur du préfabriqué, donc ces nuisances devraient encore être moins importantes que celles que nous avons eues sur Samin. Mais encore une fois, ça s'est très bien passé. Et je rappelle qu'on fait, évidemment, il y aura une consultation publique, mais après, pour toutes les personnes qui habitent autour du projet directement, qui sont immédiatement impactées par le projet, toutes celles qui peuvent avoir des murs mitoyens, qui peuvent avoir des choses qui sont en rapport avec les travaux, on vient les rencontrer, on fait un constat préalable de l'état de l'existant, et une fois que ce constat est validé par la collectivité et par le propriétaire, il sert de référence en fin de chantier. Si jamais il y a un désordre, eh bien, ça nous permet de voir et de voir qui est responsable. Et dans ces cas-là, eh bien, si c'est le chantier, c'est bien la collectivité et l'entreprise qui prennent en charge les travaux qui sont à faire. Mais sur le cas de Samin, où vraiment là, les maisons qui ont été construites bordent les maisons qui habitaient à côté, enfin les jardins, on n'a eu aucun souci. Aucun. Est-ce que par exemple, le boulevard Descartes élargi? Alors élargi, non, parce qu'il faut qu'on fasse rentrer tout. On a dit il y aura aussi une piste cyclable, donc il faut qu'on arrive à tout mettre. Par contre, sans doute, il y aura peut-être un tout petit peu plus de nuisances au moment où on fera la voirie, dans quelques années, que les constructions des logements, sans doute. Parce que là, ça sera juste devant. Ah, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire aujourd'hui. Non. Je ne sais pas dire, je sais que c'est prévu dans le maîtrait de la voie, mais je ne sais pas dire de quel côté elle est. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, quelle heure est-il? 22h24. Si ça vous va, on dit la question de madame et puis on... Ça vous va? Hein? Oh là, il y a du monde. Question, les quartiers à côté, les médecins du secteur sont complètement débordés. Je voulais savoir si vous avez entendu dire que d'autres médecins les s'installent en cours. Alors, vous savez qu'on a une maison de santé à Montigny, sur le quartier de la Sourderie. Et aujourd'hui, on a sur le territoire de Montigny 30 médecins. Donc, je ne vous dis pas que c'est formidable et qu'il n'y a aucun problème, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin traitant à ce jour. Mais par contre, sachez que les Yvelines sont considérées comme désert médical aujourd'hui, avec le 93. Ce sont deux des départements les plus sinistrés de France. Et dans les Yvelines, nous avons passé récemment une délibération pour permettre les financements par l'agglomération des aides aux villes qui réalisent des maisons de santé. Et dedans, il y avait une étude sur ce sont des choses publiques que vous pouvez retrouver sur le site de Saint-Quentin. Il y avait une analyse sur le niveau d'offre de soins de médecins par commune de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous sommes dans les 2-3 communes qui aujourd'hui sont le mieux placées en termes d'offres de médecins.
Alors, encore une fois, pour celui qui n'a pas de médecin traitant, la belle affaire. Mais on a quand même une offre médicale à ce jour à Montigny, et dans le cadre d'une période qui est assez compliquée, puisque, vous le savez, on ne fait pas toute l'histoire du numerus clausus, disons que c'est moins pire qu'ailleurs, pour le dire comme ça. Et comme on a beaucoup de gens qui se signalent, au revoir, comme on a beaucoup de gens qui se signalent auprès du CCAS, pas mal de personnes âgées qui nous disent « moi je suis embêté, j'ai une maladie qui a besoin de soins réguliers et je ne trouve pas de médecin traitant ». Donc on a travaillé avec les médecins et des travaux sont en cours sur la maison de santé pour créer 2 cabinets médicaux supplémentaires. Donc normalement, dans l'année qui vient, 2 médecins supplémentaires doivent s'installer. Voilà. Donc ça ne résoudra encore pas tout. Ça ne résoudra pas tout. Il faut savoir que le numerus clausus, maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'ils y ont mis fin. Et donc, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, les médecins nous disent on a encore une bosse à absorber d'environ 3 ans pendant lesquels ça va être dur. Et après, on va retrouver une situation plus normale avec davantage de médecins. Donc, voilà. Il y a ces 2 cabinets médicaux supplémentaires qui sont en train d'être créés actuellement, avec donc 2 médecins de plus à la maison de santé, et normalement, dans 3 ans, une situation qui devrait se normaliser. Voilà ce que je peux vous dire. C'est tout bon? Très bien. Ben, merci encore une fois. Très bonne fin de soirée. Et puis, à bientôt. Au revoir.